Donc pendant 2 ans, on a vécu dans une coloc dans le Sentier à 5, où en fait, on a vraiment beaucoup bossé. Il y a genre Booba qui débarque chez WAM et qui met en place un studio en mode c'est lourd ce que tu fais comme contenu, on voit que tu racontes pas de la derme et franchement on kiffe ta façon d'être. Donc comment tu travailles ton storytelling ? C'est simple, tu fais comme Disney, tu fais comme tout Hollywood, c'est que tu te dis ok, on est parti d'un truc où on était en caleçon dans notre salon, à dire ce serait pas mal de faire ça, à un truc où il y a des levées de fonds, il y a des associés, la boîte elle tourne, elle est rentable, il y a des CDI qui sont créés, et en plus de ça, tu as des gens qui viennent et qui disent on met 20-30 millions sur la table et on veut racheter votre projet. Et je me suis dit, putain, c'est pour le coup Vanity Metrics, mais là vraiment genre shot où je me suis dit, ok, la prochaine fois que je suis fatigué, que j'ai la flemme de faire un contenu, je jure que je vais le faire. Bienvenue dans l'épisode 7 de Just Brand, un podcast où on parle branding, marketing, design et communication. Et aujourd'hui, on reçoit Pierre Paris, a.k.a. Panam. Salut Pierre. Salut Arthur. Pierre, tu es cofondateur de The Quest, qui est, si je ne me trompe pas, un startup studio / centre de formation pour les jeunes talents qui veulent créer des agences ou des startups. Tu as 2 types. Pour les startups, tu donnes 100 000 euros et tu les accompagnes sur 12 mois. Et les agences, tu viens en partenariat avec eux, tu les accompagnes, tu leur donnes des conseils et tu te repartages le chiffre d'affaires, le bénéfice, à la fin du mois. Exactement. Plus que les conseils, on cofonde avec eux, on est dans l'opérationnel aussi. Ok. On a monté l'agence My Name is Bond avec Marion qui a fait le podcast du dernier épisode. Tu as aussi, du coup, dans The Quest, My Name is Bond, tu as SEO Secret, qui est une agence de référencement naturel. Anti-KO, qui aide les agences à scale en productisant leurs offres. On pourra revenir sur ce que ça veut dire, productiser. Tu as IA Urgence, une boîte qui implémente de l'IA dans les entreprises. Et donc, après avoir fait ça, tu as fait Les Pilotes, une agence d'ADS, SaaS. Exact. Et Guru Studio, une agence de personal branding. Et voilà. Est-ce que tu as d'autres ? J'en ai une autre qui s'appelle GyoGyo, qui permet de faire du cold calling pour les SaaS aussi. Et donc, on gère la stratégie d'acquisition à travers les emails et l'outreach. Ok. Ça te fait un bon paquet. C'est ça. Et ça fait combien de temps que vous avez commencé à monter ces agences-là ? On a commencé ça il y a 4 ans. Donc en fait, on a créé tout cet écosystème d'agences-là pour répondre aux besoins dans un premier temps de nos startups et ensuite, évidemment, aller vendre des prestations de services. Ok. Et donc vos startups, j'ai pas fait le travail de recherche parce qu'on est plus côté agence. Ouais. Mais niveau startup, vous avez quoi ? Des startups, c'est assez divers. Ça va aussi bien de startups qui sont dans l'hardware. Là, aujourd'hui, on se concentre principalement sur vraiment tout ce qui est deep tech. Donc là, si je te cite un peu les startups de notre dernier batch, on a Mimetics, qui est un SaaS qui permet d'automatiser n'importe quelle action qu'on fait dans un browser. Okay. Donc en gros, ça enregistre ce que tu fais, ça crée une procédure et derrière, ça l'automatise pour toi. Okay. C'est assez impressionnant et ça fait 6 mois, bientôt 8, qu'on est sur la tech. C'est monté par Antoine Marcel et qui est vraiment un génie et du code et de la vente. Okay. Et du coup, on monte ça avec lui. On monte une boîte qui s'appelle Spectra, qui est dans le domaine de la santé, pour le coup, où on va créer un protocole pour analyser le sang de manière très poussée dans les laboratoires et avoir des résultats beaucoup plus poussés. On va avoir Bonfire App, qui est un studio d'app mobile qui a pour but de rapprocher les gens et de créer des quality time grâce aux apps mobiles. Et notamment, on a une app qu'on a sortie qui s'appelle Cray, qui permet de s'envoyer des questions profondes lors d'un dîner ou quoi. Et en fait, tu réponds comme ça et tu crées du lien profond avec les gens. Donc, on essaye de prendre, tu vois, les réseaux sociaux sous l'angle de vraiment recréer du lien et plus créer des interactions de masse avec les gens avec très peu d'intention. Là, on veut que les gens soient méga focus sur une interaction. Et on a aussi Merci Internet, qui est un lieu immersif, pour le coup en physique. Donc là, c'est pas de la deep tech, mais lieu immersif physique dans lequel on reproduit les meilleurs concepts d'Internet sous forme de brand. Okay. Et donc, c'est un peu l'escape game 2.0. Trop bien. Trop bien. Alors, du coup, pour ton parcours, tu as fait un bac S. Après, tu es parti en école d'ingé. Ensuite, tu es parti aux US pour apprendre l'anglais pendant 1 an. Parce qu'à ce qui paraît, tu étais une quiche. Je reprends tes termes. C'est bonne recherche. Et à ton retour en France, tu es devenu business manager. Tu t'es amusé à faire du cold calling
à passer les barrages des secrétaires. Faudrait que tu nous montres un best-of des meilleures excuses pour passer ces barrages-là. Ça peut être sympa. Pour ça, et après, du coup, tu es arrivé à monter My Name is Bond quand tu t'es fait recruter par ton associé actuel, Blondie. J'oublie toujours son prénom. Maxime Blondie. Blondel. Maxime Blondel, ouais. Je l'appelle que par son surnom. La brand est trop forte, en fait. Et donc, voilà le petit parcours. Si tu as des choses à rajouter, après, on verra. Mais je crois que je suis déjà pas mal. Et j'ai fait du consulting aussi chez SIA Partner. C'est ça, je faisais de l'automatisation de processus. Oui, c'est exactement. C'est ça. Et après, du coup, tu es arrivé avec My Name is Bond. Après, j'ai fait un article sur LinkedIn. Blondie m'a dit hey, on a déjà bu de l'alcool ensemble et en plus, je fais de l'automatisation. Viens, on a monté une agence, mais on ne sait pas comment délivrer les clients. Et après, rouler jeunesse. Trop bien. Ok. Et donc, actuellement, tu as du coup l'agence The Quest. Ouais. Tu as un podcast qui parle de comment monter une agence. Qui s'appelle Secret d'agence. Alors, moi, j'ai sorti un collègue pour présenter ton podcast que je trouve que j'ai trouvé plus de valeur dans ton podcast qu'une formation que j'ai payée 5000 balles. Premier degré. Merci. Donc, vraiment un pépite. De toute façon, tu l'as vu. Je suis venu à chaque fois que tu sors un épisode, je t'envoie un message LinkedIn. Mais ça fait un peu fanboy. Mais c'est vraiment quali, pour le coup. Et le plus important, tu es un grand fan de process et d'automatisation. Ouais. Donc ça, tu vas nous en parler un petit peu. Il y a un mot que tu évoques souvent et que tu as démocratisé, c'est le terme d'agence productisée. Donc je suis très chaud que tu nous en parles un petit peu pendant ce podcast. Ouais. Et puis voilà quoi. Voilà, petite présentation. Est-ce que j'ai été pas mal? Ouais, nickel. Franchement, nickel. Bah super. Et bah écoute, on va start avec la première question, celle que je pose à tous mes invités. Pour toi, c'est quoi le branding? Alors pour moi, le branding, c'est compliqué d'avoir une définition concrète, mais je pense que je suis tombé l'autre jour sur un réel qui l'expliquait et je me suis dit ok, c'est puissant et pour moi c'est exactement ça. En gros, tu demandes à Accor Hotel de designer une paire de chaussures et de l'imaginer dans ta tête. Et ensuite, je te demande d'imaginer à quoi ressemblerait un hôtel si Nike crée un hôtel. Dans un cas, c'est hyper dur de se dire une chaussure Accor Hotel, et dans l'autre cas, on imagine très bien dans notre tête à quoi ressemblerait l'hôtel version Nike. Du coup, pour moi, c'est ça le branding, c'est de réussir à véhiculer une émotion et un univers à travers une marque. Ok. Donc toi, t'es vraiment... Ouais, l'émotion. Tu vois quand même pas mal l'aspect graphique, visuel. Ouais, et alors oui, il y a l'aspect graphique visuel, mais tu vois, nous, quand on a fait beaucoup de fois ce travail-là de branding et pour nos startups et pour nos agences, parce qu'on sait que c'est un élément qui est important à la fois pour le fondateur, pour qu'il soit fier de sa marque et tu vois, qu'il ait en soirée, je sais pas, qu'il ait un t-shirt de sa marque. Enfin, moi, je porte toujours des pulls SEO Secret, Bond, Sparkmate. Enfin, genre, en vrai, ma garde-robe, c'est que le merch de nos boîtes. Et en fait, tu as à la fois un levier où les gens de l'entreprise sont heureux de porter ça. Et après, et surtout, tu as un levier sur derrière l'acquisition. Souvent, on dit, et au début, je le pensais fort, maintenant, je le pense un peu moins, qu'en B2B, le branding est beaucoup moins important qu'en B2C. En réalité, je pense que les deux sont importants. Et en fait, le branding et le produit sont les deux meilleurs leviers pour ne pas avoir à faire de sales et de marketing. C'est vrai. La preuve, moi, je suis la preuve concrète, c'est que je ne fais pas de sales. Enfin, pas de démarchage. Pour le coup, toi, tu es ton propre produit, donc tu es obligé d'avoir un bête de branding. Bah, il y a beaucoup d'agences de branding qui font beaucoup de démarchage et pas... Après, c'est les cordonniers les plus mal chaussés aussi. C'est-à-dire que tu fais surtout très mal. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Bah, regarde, il y a plein d'agences de SEO qui ont un SEO nul. Ouais, oui, je suis d'accord. Mais pour moi, il faudrait montrer l'exemple. Pour moi, il faut être un cordonnier bien chaussé. Ouais, si les gens que tu adresses ressemblent à toi. Mais si, par exemple, moi, demain, je crée une agence de SEO qui doit faire péter des sites internet d'avocats, j'ai aucun unfair advantage à faire péter mon site en SEO. Ouais, après, il y a des gens qui vont quand même... Il y a sûrement des avocats qui... Si tu tapes SEO avocat... Ouais. Personne tape SEO avocat. Ça, personne ne fait ça. Faut demander aux avocats. Ouais. Mais ouais, c'est vrai. Effectivement.
Mais je préfère quand même être un cordonnier bien chaussé. Ok, génial. Moi, j'aime bien définir la marque avant de définir le branding. La marque, c'est l'ensemble des associations que se fait le prospect ou le consommateur quand il pense à toi ou à ton offre. Ok. Et donc, le branding, tout simplement, c'est l'art de créer des associations. Point. Donc là, du coup, tu peux mettre plein de choses. Très stylé. Mais pour moi, c'est ça qui résume le mieux le branding. Ok. Donc, du coup, quand tu penses association, en fait, il n'y a pas que, comment ça s'appelle, le logo. Il va y avoir en fait l'image de, surtout, quand je rencontre le problème, qui le règle mieux. Tu vois, je casse mon téléphone, ok, iPhone. Et donc, ça sert à ça le branding, en fait. C'est de devenir la solution au problème de tes prospects quand ils le rencontrent. J'aime. Parfait, alors. Ça me parle. Et donc, en se basant sur cette définition, ou un petit peu la tienne, hein, comme tu le souhaites, comment est-ce que tu veux, ou comment est-ce que tu builds en ce moment ta marque pour ton agence The Quest? Alors, du coup, rectification de branding ou de marque. Du coup, The Quest, vraiment, c'est un startup studio et un agency studio. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a 2 programmes. Oui. Donc, on n'a pas d'agence The Quest, tu vois. Et c'est pour le coup, c'est un choix qu'on a fait, c'est de ne pas créer The Quest Consulting. Pourquoi ? Parce que on a voulu miser sur le fait que chacune des agences pouvait être interdépendante. Et elle pouvait ne pas souffrir, entre guillemets, des erreurs publiques des autres. Donc en gros, on s'est dit, c'est plus simple de créer des brandings par rapport aux différentes offres que de créer un gros branding de consulting type, nous on sort, il y a 2-3 personnes de notre équipe de 5 cofondateurs qui sortent du conseil. Moi je sors de Sia Partner, Adam s'y sort de Wavestone, et Robin avant était chez Eurosport mais il faisait des deals. Et donc en fait, on n'a pas voulu créer ce groupe-là d'agences, on a voulu créer plein de sites, enfin plein d'agences satellites pour créer un écosystème. Et en fait, on veut faire grossir cet écosystème. Du coup, j'ai oublié ta question. C'est comment est-ce que tu travailles le branding du coup de The Quest? Alors du coup, le branding, au démarrage, quand on l'a travaillé, on était parti sur déjà on s'appelait The Secret Company, et donc on a fait un rebranding il y a à peu près 1 an et demi, où on est passé de The Secret Company à The Quest, et on en a profité pour faire un rebranding de toute la charte graphique et donc de l'univers. Comment est-ce qu'on le gère ? Aujourd'hui, le garant de cette partie-là, c'est Blondie. Donc c'est lui qui, et tu vas en parler avec lui Sûrement, ouais. dans un prochain épisode sûrement, c'est lui qui est responsable justement de ce qu'on véhicule. Pourquoi ? Parce que tu verras en discutant avec lui, il a des intuitions et il a une manière d'analyser et d'être capable de comprendre comment les gens vont recevoir une image de marque qui est unique et qu'on ne peut pas apprendre. Sur toutes les autres agences et sur tous les autres business, ce qu'on a fait, c'est que à chaque fois, on part des interviews des fondateurs. Et donc, on leur demande toute une série de questions. En gros, on a créé un questionnaire de 25 questions qui demande précisément c'est quoi l'image que tu as de ta boîte. Donc, ça va des questions profondes à des questions qui sont moins profondes. Donc, ça va des questions profondes comme où est-ce que tu vois ta boîte dans 5 ans, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien, c'est quoi ta proposition de valeur, etc. Jusqu'à des questions de si ta marque était, enfin si ton agence était un plat, qu'est-ce que ce serait, si ton agence était une musique, etc., etc. Et donc cet exercice-là, on le fait faire pour chaque personne de l'agence. Ensuite, on met en commun les réponses, on fait une compilation, on le présente, et là après derrière on le décline. Et donc là on le décline, comme on en parlait tout à l'heure, moodboard Pinterest, ensuite proposition de branding, on creuse dans un sens, on propose, on en discute, on itère et ensuite on déroule. On le faisait avant de manière externe, donc on travaillait avec une designer freelance qui s'appelle Camille Dubreuil. Et maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a internalisé cette compétence. Et donc on travaille maintenant avec Camille Hédard, qui nous a rejoint il y a à peu près 6 mois et qui gère maintenant tout ce qui touche au design de A à Z dans nos boîtes. Ça peut aller de du mock-up pour créer pour l'application mobile jusqu'à la création d'images de marque pour Spectra, en passant par la prochaine miniature YouTube. Ok, trop bien. Elle arrive à gérer tout seul ?
Il arrive à gérer tout seul, ouais. Et je suis justement en train de bosser avec lui sur. Il sortait d'école et il avait aucune gestion de projet perso, on va dire. Il a commencé à me faire des to-do sur Figma. Je lui ai dit non, attends, on va séparer un peu les outils. Figma, c'est cool, mais on va pas faire des to-do dessus. Et là, on travaille toutes les semaines ensemble une demi-heure à 1 heure pour justement l'aider à productiser son travail pour lui permettre d'avoir beaucoup plus de temps sur tout ce qui est génie, artiste, etc. Et donc justement, je travaille sur comment, c'est pour ça que je te disais, je pense qu'on va avoir pas mal de choses à se dire, comment est-ce que tu arrives à processiser ta chaîne de production pour humaniser au maximum l'output que tu proposes à tes clients. Et donc là, on est arrivé à un résultat où ça fait le droit. C'est bien. On sent les heures passer. Ok, trop bien. Très complet. C'est exactement ce que je voulais. c'est ce que je m'attendais de toute façon. Ok. Alors, comment maintenant tu te définis, tu vois, cette entité The Quest sur ton marché? Alors, quand je dis marché, tu vois, je pense surtout à tes concurrents et à tes clients. Et tu vois, moi, quand je pense à The Quest, je pense aussi, tu vois, à, par exemple, Bulldozer, le collectif de freelance, je pense à Kudak, qui font des choses là, ou alors des petites formations comme celle de Mathis Clouet qu'on parlait. C'est quoi tous ces éléments-là? Parce que ce que vous avez en commun, c'est que vous aidez les agences à grandir, quoi. Nos approches, elles sont très différentes. Si je prends Kudak, pour le coup, il se dirige vers un publicist-like. C'est-à-dire qu'il y a une grosse maison mère qui fait beaucoup de CA, et ensuite, derrière, il diversifie ses offres en créant des agences autour. Bulldozer, pour le coup, il part de l'humain. Donc, il disait, OK, en fait, il y a plein de talents séparés à droite à gauche. Moi, je les centralise et j'en fais une offre packagée. Mathis, pour le coup, il est plus sur l'aspect formation coaching. Nous, dans The Quest, ce qu'on veut, c'est vraiment être dans la co-création. Donc, en fait, on n'est pas l'entraîneur de l'équipe de foot, on est sur le terrain avec les gens. Et en fait, on co-crée avec eux, on est dans l'opérationnel, et c'est pour ça qu'il y a une partage de la marge en fin de mois avec chacune des agences. Parce que ce soit, on connaît les différentes étapes d'une agence pour passer de 0 à 100 000 euros. À chaque fois, l'objectif, c'est d'aller atteindre les 100 000 euros. Et une fois qu'on a atteint les 100 000 euros de MRR, on a une discussion de se dire, OK, est-ce qu'on va créer une entité ou pas séparée, ou est-ce qu'on continue sur ce schéma-là? Et les différentes étapes, on va les atteindre parce que dans notre team, à nous, de 5 et en tout, on est entre 7 et 10 dans l'opérationnel de The Quest. Dans cette team-là, il y a à chaque fois une personne qui suit les projets de manière weekly, et il y a tout le savoir-faire, la palette complète des savoir-faire qui est à disposition. Donc, tu vas avoir Blondie sur un peu le branding, les aspects un peu stratégie, donc qui va être vraiment au début du funnel, détection des jeunes, les mettre, les faire matcher avec une idée qui va être leur projet de vie. Ensuite, tu vas avoir Robin qui va être un peu sur OK les gars, c'est cool, vous avez une bonne idée. Maintenant, est-ce que ça marche factuellement, est-ce qu'on peut faire du bif avec? Ensuite, tu vas avoir Adams et Julien qui vont démarrer l'acquisition. Parce que c'est très cool d'avoir un beau site internet et tout si t'as pas de client à Walou. Or, une agence est rentable au jour 1. Donc, ça sert à rien de faire des plans sur la comète si t'es pas rentable au jour 1. Donc, on y va. LinkedIn, email, ta cousine, ta tante, ta sœur, ta grand-mère, on y va. On demande à tout le monde s'ils sont intéressés ou s'ils connaissent quelqu'un d'intéressé. Et après, moi, j'arrive, une fois que c'est un peu lancé, qu'il y a entre 5 et 10 cas de MRR, j'arrive pour dire, OK, là, toi, tu vas sortir de l'opérationnel, tu vas venir avec moi, on va aller recruter les gens, on va mettre en place des systèmes et let's go. Et on va faire en sorte que le NPS, donc le Net Promoter Score de tes clients, il diminue pas. Très clair. C'est bien. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent cette question-là. Parce que j'ai une discussion avec des collègues, on comparait un peu tout le monde, tu vois, notamment avec Théo Lyon. Ouais. Donc c'est bien que j'arrive à définir ça. Ok, trop top. Alors, question, par rapport à la définition que j'ai donnée au début, toi tu prends un petit peu le rôle de leader dans The Quest, en tout cas un des leaders. Comment est-ce que tu brandes ce rôle au sein de l'équipe? Je sais pas si le rôle de le leader et le rôle du leader, c'est vraiment Blondie. Tu vois, c'est notre CEO.
dans l'entreprise. Et après, on est donc 4 cofondateurs. Robin, Adams, Julien et moi. On n'a jamais eu... Alors nous, il faut savoir qu'on a poussé la création d'entreprise à son paroxysme. C'est-à-dire qu'on est potes, donc on s'est associés en tant que potes. Ensuite, on s'est dit, tiens, on passe pas assez de temps ensemble, on va emménager ensemble. Donc pendant 2 ans, on a vécu dans une coloc dans le Sentier à 5, où en fait, on a vraiment beaucoup bossé. On bossait tellement qu'on était arrivé au début de l'aventure à se dire, il y a des gens qui nous disaient alors, il y a des gens qui ont des copines et tout ici, et on répondait non, on n'a pas le temps d'avoir des copines, tu vois, pour te dire à quel point on était jeunes et cons et passionnés. Aujourd'hui, il y a toujours la coloc, on est encore 3 à l'intérieur, 2 sont partis, mais on n'a jamais eu ce rapport on va dire un peu un rapport comme un peu dans le CDI, tu vois, de se dire, il y a un manager et il y a un manager. Là, en gros, ce qu'on a fait, c'est que au fur et à mesure des années, on a compris nos zones de génie et en fait, on a créé nos propres rôles avec nos zones de génie. Je te dis pas que quand il faut gérer des problèmes légaux ou de comptabilité et qu'on dit là c'est toi qui vas le faire et que ça te saoule de le faire, c'est pas un peu relou. Mais on a chacun nos zones de génie et donc on avance chacun. Ce qui fait que on n'a pas énormément de conflits, on en a, mais on se marche pas trop dessus. Là aujourd'hui on a streamliné l'accompagnement qui fait qu'en fait les seules frictions qu'il peut y avoir, c'est si au-dessus il n'y a pas assez de volume et qu'en dessous tu dis les gars on y va. Donc par exemple, nous on a un objectif de faire 10 startups par an et 5 agences par an. Si dans la détection Blondie il me sort pas les jeunes et qu'il les détecte pas, moi en dessous je vais dire les gars je vais pas rentrer dans mes objectifs, donc faut envoyer du volume. Du coup, j'ai pas et même de manière générale, moi je veux pas avoir un statut de quelqu'un de connu. Par contre, je veux être reconnu. Et en gros, ce que je kiffe et mon objectif, c'est de bosser comme un ouf dans ma chambre sur des trucs profonds où je vais essayer d'aller chercher de la valeur là où les gens ont un peu la flemme d'aller la chercher. Donc des formations US, du terrain et essayer de réfléchir sur ça. Tu vois, c'est pour ça que moi aussi comme toi j'ai un Obsidian dans lequel j'écris plein de choses. Et après, une fois que j'ai ce savoir-là, c'est un savoir que j'aurais kiffé avoir il y a 5 ans. Et du coup, je fais mon maximum pour le vulgariser et pour le transmettre. Donc, tu vois, j'ai pas du tout le talent de Théo Lyon sur documenter mon aventure parce qu'il est bien meilleur que moi d'un point de vue marketing. Par contre, j'ai une résilience infinie et je suis capable de te sortir un podcast avec 4000 épisodes. J'en suis pas à 4000, je suis à 50. Mais je sais que je vais tenir ce rythme-là et je sais que je veux en continu apporter et être capable de transmettre ce savoir-là. Et donc, dans mon personal branding, au-delà de ce que je raconte, mes sujets principaux, mes sujets secondaires, j'ai quand même 2 axes très importants. C'est faire en sorte que ce soit compréhensible pour tous. Parce que de toute façon, moi, je veux attirer des jeunes qui veulent lancer des agences. Donc, faut pas leur raconter du jargon business, même si je l'utilise parce que je baigne dedans. Et faire en sorte qu'il y ait le moins possible de storytelling. Parce que je fais un vrai combat sur le storytelling sur... Ouais, les gars, c'est dur. C'est un métier de chien de monter une agence. C'est dur. C'est méga dur. Ouais, tu vas moins voir tes potes. Ouais, tu vas finir des soirées à minuit le vendredi. Ouais, tu vas être stressé. Ouais, tu vas te ronger les ongles parce que tu sais pas si tu vas pouvoir payer les salaires des mecs de ta boîte. Ouais, mais c'est limité. Et à partir c'est limité dans le temps. C'est-à-dire que ça va être dur les 2-3 premières années. Et après, derrière, ça va dérouler. Et je le dis toujours, hein, le secret de réussite de SEO Secret et My Name is Bond, réussite dans un certain écosystème, mais réussite, c'est qu'on a commencé pendant le Covid. Et qu'on n'avait rien d'autre à faire que de bosser de 7h à 22h. C'est ce que j'ai fait aussi. Et en vrai, pour moi, c'est un truc, tu vois, genre, il y a un moment donné, on travaillait beaucoup, on travaillait mal, mais c'est en travaillant beaucoup que tu apprends à bien travailler. Ah, bien sûr. Ok, donc très belle transition pour développer un petit peu le point du personal branding. Et j'aimerais bien te challenger sur le storytelling. Tu te bats contre le storytelling, mais ça vend le storytelling, dans le sens où ça vend une idée, ça vend un produit, ça vend un podcast, et tu peux faire du storytelling sans pour autant vendre du rêve. Ouais, donc du coup, oui, on est d'accord. Storytelling 100%. Mais je ne veux pas duper mon audience. Je veux pas leur faire miroiter que, ouais, tranquille,
Tu fais un site internet sur Wix, t'envoies 3 DM sur LinkedIn, tu fais 10K. Non, ça va pas se passer comme ça. Tu fais ça pendant 60 jours, peut-être. Tu vois. Peut-être tu feras 2-3K. Et en fait, du coup, je veux juste pas qu'ils se disent. Et pour le coup, je suis assez content là-dessus parce que les gens qui viennent me voir à travers mon personal branding, ils ont pas trop ce syndrome-là. J'ai quelques, ce que j'appelle les JDE, les journalistes de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire des mecs qui connaissent tout sur l'entrepreneuriat, mais qui n'ont jamais rien fait dans les faits. Tu vois. Et l'entrepreneuriat, ça reste quand même l'école du terrain. Et nous, c'est ce qu'on veut transmettre avec The Quest, c'est de dire, en fait, tu vois, regarde, ça fait 4 ans qu'on a lancé The Quest. On n'a toujours pas de formation en interne à donner en main propre aux gens qui nous rejoignent dans l'écosystème. Parce qu'en fait, à chaque fois, on fait du sur-mesure et à chaque fois, on fait machin. Donc, c'est mon objectif là cet été de me poser, parce qu'on a un Notion qui part dans tous les sens, donc de me poser et de dire, OK, tu rentres chez The Quest, tu as accès à tel template, tu as accès à tel truc, Aujourd'hui, c'est artisanal. Et c'est artisanal parce que tu ne montes pas de la même manière à SEO Secret que tu montes My Name is Bond, que tu montes Gyogyo, que tu montes les pilotes, que tu montes Anti-KO. Donc oui, il y a des savoirs communs, mais ça, en fait, à force de faire des meetings avec nous, à force de nous écouter en call de sales, à force de... Ils l'apprennent. De toute façon, le truc le plus inarrêtable pour une agence, c'est que le fondateur soit en lien avec ses clients. Si on appelle ça un client founder fit, si tu as ça, d'ailleurs, ça déroule. Je pourrais prendre un mec étranger. Tu pourrais faire un jeu, tu pourrais prendre un mec étranger, tu lui mets les 10 meilleures agences en France, tu lui mets en dessous les 10 meilleurs fondateurs et tu lui demandes de matcher, tu vois, l'agence avec le fondateur. Je suis sûr qu'il se tromperait pas. Il se tromperait, tu vois, on s'entend, il ferait 70% de réussite, mais genre, il y a un moment donné, pour qu'une agence ça fonctionne, il faut que tu aies la gueule. Tu vois, le consulting, il y a quand même, les gens sont beaux dans le consulting. Ça joue. Tu vois, c'est con, mais les gens sont beaux dans le consulting. Et c'est pourquoi? Parce que c'est un métier d'humain. Et genre, si tu sais pas t'exprimer, enfin, si t'as du mal à t'exprimer, si tu présentes mal les choses, si t'es pas concis, si t'as pas une bonne réflexion, ça va pas le faire. C'est pour ça que t'es un beau consultant. Non, c'était pas. Mais ok, j'ai perdu ma question. Je suis trop triste. Mais si, du coup, mais du coup, tu peux carrément faire du storytelling. Oui. En prenant ces valeurs-là. 100%. Mais du coup, tu peux pas dire que tu fais la guerre au storytelling. Non, mais je fais la guerre au mauvais storytelling. Je fais la guerre vraiment au storytelling du money quick, quoi. Ouais. En fait, moi tu vois, je suis capable d'être très pas fanatique, mais d'être très intense sur des créateurs de contenu que j'adore. Et donc, je suis capable pendant très peu de temps d'ingurgiter tout ce qu'ils ont pu mettre sur Internet. Ouais, je suis là, pareil. Et en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait certains créateurs de contenu qui utilisaient des contenus pour illustrer une situation et ils utilisaient la même histoire pour illustrer l'opposé de cette situation. Et c'est là où je te dis que c'est border pour moi d'utiliser le storytelling comme ça. C'est qu'en gros, moi, à la base, je suis scientifique, donc quand il y a une situation A et qu'il y a un résultat, tu l'analyses et t'en tires une conclusion. Mais si t'en tires une conclusion, c'est impossible d'en tirer la conclusion inverse, sinon ça veut dire que ton analyse, elle est faussée. Ouais. Et du coup, c'est là où ça m'énerve le storytelling. Ok. Ouais, mais du coup, raison de plus pour en faire et le faire bien, quoi. Ouais, alors ça, c'est peut-être juste parce que j'ai jamais passé assez de temps à augmenter mon copywriting et à m'améliorer là-dedans, parce que justement, je suis peut-être un peu trop terre à terre, tu vois. Et en vrai, à chaque fois, je me dis, quand j'ai des posts sur LinkedIn qui percent, à chaque fois, je me dis, putain, mais... Enfin, moi, dans ma tête, c'est le post le plus rincé que j'ai fait. Il y a des posts incroyables que j'ai pu faire qui ont fait 10 likes. Mais en vrai, je m'en fiche parce que le but, c'est vraiment, comme je te dis, c'est que le savoir, il soit transmis d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que si tu l'étudies, tu vas kiffer. Parce que j'étais un peu pareil que toi au début. En mode, c'est bon, les gars, vous savez. Bah non, en fait, les gens ne savent pas. Ouais. Et c'est con, mais tout de suite, quand tu mets un peu d'émotion dedans, que tu embellis la chose avec une belle histoire, et ben, ça accroche tout de suite. C'est clair. Donc, mais tu vois, c'est aussi ça, c'est pour ça que j'aime bien tes podcasts, c'est que l'information, elle est brute. Il n'y a pas de blabla. Donc, en vrai, tu pourrais prendre mes podcasts, tu pourrais prendre mes notes que j'écris, tu vois, avant de me lancer, tu les donnes à quelqu'un qui sait faire du storytelling, mais il pourrait faire des podcasts de 2h30, c'est ça. Qui te broderait des trucs de ouf. Toi, tu lis les to-do, enfin les bullet points. Ouais. Mais c'est bien aussi. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Je les écoute plusieurs fois. C'est vrai ? En fait, je les écoute quand je vais faire ma balade. Parce que tous les midis, je me fais une petite balade après avoir mangé pour digérer dans le parc en face de chez moi. Je me les mets en x2 ou x3. Et, x3 ? Ouais. Oh, t'es chaud. En vrai, ça va. Ok.
Genre, Je vais te faire un test au prochain épisode, je vais parler super vite. Mais non, en vrai, je les mets en x3 des fois, parce que les podcasts, les gens parlent lentement. Donc le x3, en fait, c'est un x2 pour une vidéo normale. Ok. Mais donc, ouais, je me les mets, puis après, je les réécoute et je décortique sur Obsidian. Je fais pas ça avec tous, hein. Ouais. Mais ceux qui Donc, m'intéressent. c'est la meilleure technique pour retenir. Ouais, c'est pas mal. Et je t'ai découvert dans le podcast que tu as fait avec Scalesia, où toi, t'es arrivé, je t'ai vu avec ton iPad ou ton Mac, je sais plus, et t'étais là en train de lire tes trucs. Je dis, ouais, lui, il l'a invité, mais il a fait c'est lui qui organise le podcast. J'avais beaucoup préparé cet épisode. Je sais pas pourquoi. Justement, tu vois, tiens, en termes de storytelling, Benoît Dubois, storytelling, c'est une machine. Genre, il est très très fort. Et je parlais avec lui sur LinkedIn. Il me dit, ouais, ce serait pas mal. Là, je monte à Paris, on fait 3 vidéos ensemble et tout. Je dis, ouais, why not? Je dis, vas-y, moi, genre c'était assez court comme temps. Je dis, moi, si tu veux que je dise des trucs pertinents, faut que j'aille sur des sujets un peu a cappella, machin. Donc, vas-y, je te dis, automatisation, productivité et agence. Il me dit ok. Il était en train d'écrire. 2 minutes après, il me sort les 3 titres des vidéos qui sont sortis sur leur chaîne, qui sont des titres genre masterclass, à la limite du putaclic. Et toujours. Et en fait, je sais pas, ça m'a inspiré du coup d'avoir ce titre-là et je l'ai préparé. Ouais. Toujours prévoir le titre et la miniature avant la vidéo. C'est vrai. Toujours. C'est tous les gros youtubeurs le disent. Donc petit tips gratuit. Ok, trop bien. Alors, continuons sur le storytelling. C'est quoi les 3, alors tu peux en donner plus ou moins comme tu veux, difficultés que tu as rencontrées, un peu hard ou pas, hein, mais qui ont une incidence, un impact pertinent sur le projet, sur ton évolution? De manière générale, tu vois, sur le personal branding, là où je trouve qu'il y a pas mal de gens qui font une erreur ou ceux qui essayent de se lancer réfléchissent mal, c'est qu'ils pensent que c'est un truc qui est un jeu fini. Alors en fait, c'est un jeu infini. Et en fait, si tu interroges les gens qui ont un personal branding, ils sont jamais satisfaits de ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Parce qu'en gros, tu es tout le temps dans une perpétuelle remise en question de est-ce que j'ai trouvé mon audience? Est-ce que ce que je dis c'est pertinent? Est-ce que je pourrais augmenter la qualité de mes contenus? Est-ce que je pourrais augmenter la fréquence? Ah bah tiens, c'est quand même un truc où on se regarde beaucoup. Donc ah bah tiens, lui il a fait ci, lui il a fait ça. Tiens, lui il enregistre dans des studios. Est-ce que je devrais pas enregistrer dans un studio? Enfin tu vois, il y a beaucoup de remises en question. Moi j'ai eu la chance, pour l'instant, je touche du bois, ça tombe bien, la table elle est en bois. J'ai pas de haters. Une fois, on avait essayé de lancer une formation, qui est l'erreur classique quand tu lances une agence, de SEO Secret. Et donc, on avait lancé une formation sur le SEO et on avait fait des ads. Et là, sur les ads, en commentaire, il y avait des trucs un peu qui disaient... ouais, c'était des ouf les gens. Ils disaient, cousin, arrête de faire le mec, on sait que t'es dans ta chambre, t'es au RSA, rentre chez Watt et tout. Du coup, on leur envoyait des vidéos de l'appartement, montrer qu'on est en coloc et qu'on a un appartement assez grand. Donc, bref, on a eu très peu de haters. Mais je pense aussi que ça montre aussi que je suis peut-être pas assez clivant, tu vois, et que du coup, je n'ai peut-être pas encore 100% trouvé mon audience. Donc, j'ai pas eu de grosses difficultés par rapport à ça. Là où j'ai eu des grosses difficultés, et j'ai fait beaucoup d'efforts, c'est sur l'orthographe, et je vais le mettre dans le même bateau que poser sa pensée. L'orthographe, je l'ai résolu en lisant. Je lis beaucoup plus. Je lis entre 30 et 1 heure par jour. Donc ça me permet aussi de faire du sourcing de contenu. Et du coup, sur l'aspect écriture, ça marche pour une vidéo YouTube, pour un post LinkedIn, pour tout. En fait, je pense que je voulais tellement donner aux gens que je voulais trop véhiculer d'idées dans le même post. Tu vois. Et en fait, une idée, un post, une vidéo, une idée, c'est le truc, pour moi, genre, c'est le conseil qui va vraiment te faire switcher. Et tu le vois, en fait, aujourd'hui, c'est facile de créer du contenu. Il y a plein de créateurs de contenu. La barrière de l'orthographe, elle est cassée en deux par l'IA. Donc, en fait, tout s'est ouvert. Le montage est facile. Toutes les valves sont ouvertes. La question, et celui qui va gagner, enfin, ceux qui vont gagner, c'est en fait la faculté à être capable de être caricaturé par ton audience et nourrir ton audience. Branding. Et je pense que un truc dont je me suis rendu compte que je faisais pas assez et que je fais plus, et notamment, tu vois, je l'ai fait avec toi, c'est que
je voulais, et ça c'est un peu le problème des gens qui aiment bien systématiser, productiser et tout, c'est que je suis beaucoup dans une optimisation du temps, alors qu'en fait quand tu veux créer une audience, t'es obligé d'avoir des temps où tu dois un peu, entre guillemets, gros guillemets, perdre ton temps. C'est-à-dire que ce que tu considères être une perte de temps est en fait un gain de temps pour ta brain. Donc en fait, quand tu réponds à des DM et quand tu réponds aux gens qui t'envoient des DM sur LinkedIn en disant tiens, j'ai kiffé cet épisode, j'aimerais bien que tu fasses celui-là, en fait, je mettais ça en second plan et en fait, en réalité, c'est le premier plan. C'est que si tu arrives à créer une base de 100 personnes qui sont fans de tes contenus et qui te suivent coûte que coûte, c'est terminé. Genre, le game de la création de contenu est terminé. Si tu arrives à faire ça, d'ailleurs, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Bah ouais, c'est la différence entre une audience et juste des abonnés, en fait. J'en ai parlé dans une vidéo, mais c'est très différent. C'est très, très différent. Et tu le vois notamment sur YouTube, où c'est là où, en fait, les YouTubeurs qui explosent vraiment, c'est ceux qui ont des audiences. Comme Jordan, par exemple, il a eu, ou très, très bon exemple, Camille Micolazax, qui est parti de LinkedIn, qui arrive sur YouTube. Et tous ses abonnés, c'est que des gens qui le suivent, genre vraiment vénères, qui adorent ses conseils et qui vont aller liker dès qu'il sort un truc, quoi. Et forcément, ses stats, elles explosent. Ouais. Donc ouais, travailler, répondre. Et lui, il répond à tous les MP, quoi. Donc ouais, t'as mis le doigt sur un truc très pertinent. On verra si ça paye ses fruits dans quelques temps. Mais c'est toujours, je pense. Tu vois, j'ai eu une conversation avec mes associés dernièrement où ils m'ont dit là, en gros, moi, j'ai des objectifs qui sont très clairs sur ce quarter-là. Je dois faire péter Mimetix et je dois faire péter My Name is Bond. C'est deux gros enjeux sur lesquels je suis d'un point de vue principal. Et du coup, où se place le temps que tu alloues à la création de contenu, qui va avoir un ROI, mais qui du coup n'est pas direct. Aujourd'hui, c'est le rôle de Blondie de gérer la détection des jeunes. Donc, ça demande aussi de la réorganisation. Et je pense que c'est un truc aussi qui est dur, c'est de se dire ouais, je fais du contenu, mais à quoi bon? Comment est-ce qu'il s'insère dans mon business? Qu'est-ce que je traque? Pourquoi je le fais? C'est quoi mon audience? C'est quoi mon objectif? Et en fait, si tu fais du contenu pour faire du contenu, tu vas pas y arriver au début. C'est impossible. Alors que si tu fais du contenu en disant ok, là je fais du contenu, mon but c'est que dans un an, j'ai généré tant de CA grâce à mon contenu, je le saurai parce que j'ai mis tel lien en dessous de tous mes contenus et que je verrai tout de suite s'il y a du ROI ou pas. Après, bien évidemment, tu pourras sortir le discours classique de oui, mais il y a des effets cumulés. Si je lance des ads et que le mec m'a déjà vu 3 fois sur LinkedIn, peut-être qu'il va plus cliquer sur l'ads et tout. Oui, mais dans un premier temps, il faut avoir un objectif simple, clair, net et précis. C'est ça. En général, quand tu communiques sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux en règle générale, soit tu vas te positionner en mode ok, je veux faire de l'argent. En tout cas, je veux faire passer les gens qui vont regarder mon contenu à l'action, ou soit je veux gagner en notoriété. Ouais. Et ça, c'est impressionnant, mais c'est pas du tout la même chose. Parce que les gens qui vont regarder tes vidéos, qui vont revenir, qui vont consommer, etc., et qui vont mettre des commentaires, qui vont interagir, c'est pas les gens qui vont acheter. Ouais. Et je pense que tu le vois, tes clients, ils commentent rarement sur tes posts LinkedIn. Ouais. Tu vois, moi, mes clients, ils like jamais mes posts ou. Ouais, clairement. Et donc, du coup, il faut bien avoir ça à l'esprit de ok, quel discours est-ce que je vais mettre en place? Est-ce que ça va être mainstream? Et pour ça, je veux du coup parler de sujets populaires, d'actualité, etc. Je vais gagner plein d'abonnés, je vais faire des belles stats, mais ça va pas remplir mon frigo. Ouais. Ou est-ce que je vais remplir mon cerveau? Et là, du coup, je vais viser un truc plus spécifique, un persona bien niché, qui va savoir de quoi je parle. Et du coup, là, je vais utiliser des vocabulaires techniques. Ouais. Et tu vois. Et là, moi, j'ai fait cette stratégie sur ma chaîne YouTube où je visais des gens techniques sur ma chaîne actuelle. Et là, je vais ouvrir une autre chaîne où je vais viser que du mainstream, où je vais parler de marques. Genre, je veux faire des masterclass. Tu vois, Yann Leonardi. Ouais. Tu vois, Ego. Non. The Great Review. C'est des mecs qui parlent de jeux vidéo, peut-être que tu connais moins. Ouais. Mais en gros, c'est des mecs qui parlent qui font des masterclass sur un sujet. Okay. Et souvent, c'est des sujets dans le gaming. Et genre, le gars, il a une voix extraordinaire parce qu'il pose ses mots. Okay. Moins de virgule, c'est calculé, tu vois. Et c'est des vidéos qui durent 50 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Okay. Genre, t'es là, tu t'assois. Hop, la vidéo terminée. Ah, putain, ça fait 1 heure et demie. Et c'est banger. Okay. Et là, c'est ce qui manque, je trouve, sur YouTube, sur des sujets un peu plus sérieux, comme Yann Leonardi ou Marketing Mania. Eux, ils sont assez populaires sur YouTube. Et ils arrivent à mettre de la forme, mais pas assez. Okay. Et moi, mon objectif, c'est de parler de marques qu'on fait des masterclass dans le monde de l'entrepreneuriat
où là, je vais commencer avec Netflix, par exemple, et je vais raconter toute l'histoire de Netflix, mais juste au lieu de dire documentaire, tu vois, où tu pourrais retomber un documentaire un peu chiant, mais qui est quand même prenant. Là, l'idée, c'est de parler Netflix avec une dimension marque, une dimension branding, une dimension marketing et design, et de suivre toute l'histoire de la marque, et à la fin, faire un parallèle avec si toi, demain, tu veux monter une marque ou tu veux faire évoluer ta marque, et comment est-ce que tu peux t'inspirer de cette entreprise-là pour utiliser les actions dans ton propre business. Et du coup, faire des masterclass bien montées, avec un bon son, des beaux visuels, etc. Pendant longtemps, quoi. Ok. Et ça, c'est populaire puisque les gens, ils vont voir Netflix. Et en fait, c'est con, mais un jeune qui est en études de marketing ou juste qui s'intéresse un petit peu à la marque, il va se dire putain, ça a l'air intéressant, je vais aller les voir. Ouais, non, mais en vrai, je vois. Et pour le coup, moi, je sais pas si tu connais Justin Dubuisson. Justin Buisson, ouais. Ouais. Je le suis depuis pas mal de temps. Et ça m'étonne pas que. Enfin, je savais que l'audience des designers était en fait des designers qui suivaient des designers. Ouais. Et donc, en fait, c'est très difficile à monétiser parce que les gens sont là pour de la technique. Mais c'est le même problème dans le no-code. L'audience des no-codeurs sont des no-codeurs. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus dur de faire du CA. Alors que si tu as une approche beaucoup plus terre à terre qu'un ClickUp ou un UiPath, tu vois, sur la façon de prendre le marché, tu verras qu'il n'y a jamais le mot no-code dedans. Il y a jamais, parce qu'en fait, le no-code, personne ne connaît et tout le monde s'en fout. Ce qu'ils veulent, c'est que ça marche, que ce soit facile d'utilisation. Et donc, c'est exactement la même chose sur le branding. En fait, sur le branding, c'est plus un jeu pour le coup, pour toi, c'est trop beau, qui t'a fait ça? Donc, il y a un vrai enjeu de bouche à oreille. Et si tu arrives à relier du branding avec du ROI, c'est jackpot. C'est ça. Moi, j'ai ma marque, en gros, j'ai ma chaîne, pardon, Arthur Valton, que je vais renommer en Smooth, qui va en gros parler de sujets très techniques pour montrer mes compétences, que ce soit en design ou en stratégie de marque. Ouais. Et tu vas avoir une autre chaîne, Arthur Valton. Et là, l'objectif, c'est de développer un max la marque Arthur Valton. Ouais. Pour que demain, mes clients qui viennent me voir, qui disent putain, t'as une chaîne YouTube à 100 000 abonnés, comment t'as fait pour développer ta marque? C'est simple, j'ai utilisé tout ce que j'ai appris pour moi, et ça te semble bien, on peut le faire pour vous. Donc, en fait, c'est devenir mon propre use case, quoi. Maximiser. Meilleur. Donc c'est un peu le truc. Ok, on a dérivé, mais c'est pas grave, c'est le but. Quels sont, du coup, 3 plus gros moments de ton aventure entrepreneuriale qui t'a fait genre pivoter, qui t'a fait évoluer? On peut s'inspirer de ça. Un truc que t'as marqué. J'ai eu un moment dur, il y en a un qui me vient en tête, où je me suis dit, ok, moi quand je me suis lancé, j'étais dans le monde du salariat, et j'ai eu pendant longtemps ce syndrome de je suis pas à ma place, j'ai tout à apprendre, il faut que j'apprenne que les entrepreneurs font ci, font ça, être entrepreneur ça veut dire ci, ça veut dire ça, tu vois. Et donc j'avais vraiment une barrière il faut que je réussisse ma transition de CDI à entrepreneur. En fait, de réfléchir comme ça, je réfléchissais encore comme un CDI. C'est fou. Je l'ai compris qu'après. Et en fait, il y a eu un moment où ça a été compliqué parce que dans le CDI, tu fais plaisir à quelqu'un. T'as toujours un mec au-dessus de toi à qui il faut faire plaisir. Dans le salariat, il n'y a personne. Et donc, en gros... Entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a personne. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis très exigeant avec moi-même et j'ai beaucoup de routine et de résilience. Et en fait, je me suis créé un N+1 fantôme qui était très dur avec moi. D'accord. Et en fait, j'ai un peu plongé, alors pas dans une dépression, tu vois, mais j'ai plongé dans un état d'insatisfaction continue et qui, du coup, m'empêchait de célébrer les victoires de l'entrepreneuriat. Et en fait, pour sortir de ça, je suis sorti de chez moi. Nous, on a quand même une culture très... Tu ne verras jamais sur BFM TV. Alors, je dis ça jamais, ça se trouve dans 2 ans, on y sera... Bref. Tu ne verras jamais sur BFM. Parce qu'en fait, vraiment, on bulle des trucs dans notre chambre, dans notre garage, et ensuite, on fait très peu de choses mondaines. On en fait de plus en plus là. Et en fait, c'est en sortant et c'est en allant discuter avec plein de gens à l'extérieur, je me suis dit, ah ouais,
Alors lui, ça fait 6 mois, il paye personne dans sa boîte. Lui, ça fait 1 an, il est en dèche, il a des prêts et des huissiers au cul. Lui, c'est ceci, lui, cela. Je me dis, ah ouais, mais en fait, je suis bien, moi. Ouais, nous, on n'a jamais levé, on est bootstrap, on survit, on développe, on a plus de 20 boîtes au portfolio. Enfin, genre, ça déroule, tu vois. Genre, en vrai, réjouis-toi aussi de ce que tu es en train de créer. Et donc ça a été un moment dur et compliqué. Et on a créé un club d'investisseurs dans lequel des personnes peuvent mettre des tickets chez nous, dans un véhicule, donc ça s'appelle un SPV. Et dans ce véhicule-là, en gros, globalement, ce qu'on fait, c'est que quand on déploie une startup, on a ce véhicule qui met 50 000 euros et on a Kima Venture avec Xavier Niel qui met aussi 50 000 euros. Et en fait, en faisant cette levée, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes et d'investisseurs dans le milieu qui me disaient « Ok, ce que vous êtes en train de créer, c'est unique. Personne se met sur le créneau de la précide autant que vous. Et vous avez vraiment une vision et un accompagnement ambitieux et assez impressionnant. » Et ça, tu vois, de l'entendre, c'est quand même cool. C'est ultra de la vanity métrique. Mais dans la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là, perso, je me suis dit « Ok, genre, lourd, stylé, let's go. » Donc ça, c'est un truc qui, pour le coup, tu vois, en anti-storytelling, où on se dit, ouais, l'entrepreneuriat, les gars, c'est dur et il faut pas se créer ce N+1 fantôme. Donc comment j'ai fait pour en sortir, au-delà du fait que on m'a brossé dans le sens du poil, ça faisait plaisir, j'ai créé en gros des plans stratégiques et des prévisionnels sur tout le reste de l'année. Je dis pas des BP et tout, c'est pas ça, c'est plus de se dire, ok, genre là, pour gagner, il va falloir que je fasse ça, ça, ça. Et pour réussir ça, 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 il va falloir que je fasse ça, ça, ça. Et en gros, ça, c'est un truc qui me permet d'avoir une feuille de route pour moi, pour mes associés, pour mes projets, où on sait exactement où on va. Et je suis capable de te dire, OK, là, dans tant de temps, il faut qu'on ait atteint tel objectif pour passer au suivant. Donc ça, c'est un très bon remède. Dans les éléments qui ont été durs... Marquant positif aussi. Hein. Ouais, marquant positif... Bah, toutes les personnes aujourd'hui qu'on accompagne, que ce soit les CEO d'agences ou les CEO de startups, on a certaines de nos startups qui ont des offres de rachat à 10, 20, 30 millions d'euros. Et ça, tu vois, c'est un bête de moment. C'est-à-dire que tu te dis, OK, on est parti d'un truc où on était en caleçon dans notre salon, à se dire, ah, ce serait pas mal de faire ça, à un truc où il y a des levées de fonds, il y a des associés, la boîte, elle tourne, elle est rentable, il y a des CDI qui sont créés, et en plus de ça, tu as des gens qui viennent et qui disent, on met 20, 30 millions sur la table et on veut racheter votre projet. Et ça, c'est vrai que après 4 ans de création où on y allait étape par étape, hein, tu vois, on voulait pas forcément créer un projet aussi gros au début, on se dit, OK, genre, c'est stylé, surtout quand tu as la mère du CEO qui t'envoie un message en disant merci d'avoir sauvé mon fils, tu vois. Ça, c'est un truc où on se dit, OK, on a réussi. Genre, on a trouvé le projet de vie d'un jeune, il est heureux dans ce qu'il fait. C'est pas facile tous les jours parce que c'est l'entrepreneuriat, mais il est heureux dans ce qu'il fait. Il a une équipe, il est sur des rails. On a bien fait de sortir de l'école. Vous êtes des super-héros, en fait. Non, on est des super travailleurs. Vous êtes juste des gros bosseurs. Ouais, non, et surtout, on essaie de créer un climat. Tu vois, là, la semaine prochaine, on part avec tous les CEO et tout l'écosystème de cette saison-là à Cannes, dans une villa, on sera 20. Et tu vois, c'est aussi ces moments-là de kiff, quoi. C'est aussi ces moments où, ouais, on se dit, putain, on est en train de créer un projet. Et du coup, une dernière anecdote avant qu'on passe à la question suivante. Quand j'ai rencontré Blondie, en gros, lui, il gérait la partie faire du cash chez The Family, qu'il a en gros externalisé et c'est devenu The Secret Company. Et en fait, au début, c'était plein de projets très satellites qui n'avaient pas forcément de rapport entre eux. Donc, il y avait SEO Secret, il y avait My Name is Bond, on avait aussi une app Shopify qui est gérée par Matt de Sousa qui s'appelle White Bundle. Bref, on avait plein de choses. On avait un média étudiant qui s'appelle MyParcoursup. Sur Instagram, c'est le premier média étudiant de jeunes pour la réorientation. Bref.
Donc, on avait plein de trucs. Et en fait, Blondie, quand il est venu me chercher, je lui ai proposé de faire une semaine de parachute et de passer notre permis de parachutiste. Et donc, on y est allé. Et on est allé dans un endroit où je vais beaucoup qui s'appelle Royan. On a passé notre semaine, on n'était que tous les deux. 1 an plus tard, on y est retourné et c'est devenu un rituel chez nous. Chaque été, on emmène les jeunes passer leur permis de parachute. C'est un peu, tu vois, l'image de est-ce que tu es prêt de sauter d'un avion à 3000 mètres d'altitude avec nous. Et donc, en 1 an, on est passé de on fait un dîner en tête-tête à on était 15 au resto. Et là, je me suis dit, OK, il se passe un truc. Je sais pas quoi, je sais pas où est-ce qu'on va aller, mais il y a un truc qui se passe. Ah, c'est cool. Et juste pour rebondir sur les vanity métriques, en vrai, c'est cool. C'est dangereux. Ah ouais? Ouais. C'est pas cool. C'est. Bah, déjà, ça paye pas le loyer. Un peu quand même, des fois. Non. C'est pas les. Du coup, moi, les vanity metrics, c'est vraiment genre. Regarder ton nombre d'abonnés sur LinkedIn, regarder l'engagement que tu as fait sur un post, c'est les likes. Par contre, tu me dis, ouais, j'ai fait un post sur LinkedIn, ça m'a généré 34 leads, j'ai eu 23 calls, le taux de show-up de ces 23 calls, c'est de 50%, donc j'ai eu 11,5 calls où les mecs sont vraiment venus et j'en ai closé 3. Là, je te dis GG. Ouais, Mais c'est d'un point de vue service que je dis ça. Tu peux pas faire ça sur tous les posts, sinon les gens ils s'en vont. Faut d'abord tu donnes, et après tu prends. Ouais, c'est ça. Après, il faut quand même. Je pense que c'est quand même important de ne pas crier au loup dès qu'on entend ce terme-là. Qu'il faut le nuancer. Parce que moi, j'en entends parler qu'en négatif. Mais on oublie, c'est que quand tu fais des vues, t'es vu, justement. Et ça participe grandement à ta marque personnelle. Et moi, je sais que je sais faire des posts qui font plein de vues sur LinkedIn. J'en ai fait un il y a 2 semaines, tu vois, là, il est monté à, je sais pas, 280 000 vues. Ok. Et je savais qu'il allait faire 200 000 vues. C'était sûr. Et, en fait, ce post-là, il m'a pas ramené de clients, mais il m'a ramené plein de gens qui me disent: Ah, toi, j'ai vu, t'as fait j'ai refait le logo de Lacoste. Ouais, j'ai vu. Et voilà. Et ah, c'est toi qui as refait le logo de Lacoste. Et ce qui est très bien, c'est que moi, j'ai fait exprès, en fait, de le refaire comme ça. Ouais. Parce que je savais très bien que les gens, ils allaient pas aimer, entre guillemets. Par contre, personne peut remettre en question ma compétence technique. Ouais. Et ce qui fait que les gens viennent sur mon profil, regardent ce que je fais. Et en fait, c'est un très bon top of funnel. Et donc, non, j'ai pas eu de clients à cause de ce post-là. Par contre, j'ai gagné des abonnés qui like tous les jours mes posts, qui commentent. Et ces gens-là me ramènent des clients. Oui, mais du coup, c'est pas la même chose de voir. Là, tu vois, ce que tu parles, c'est que tu parles déjà par expérience et tu sais déjà qu'il existe tofu, mofu, bofu. Ouais. Mais le problème des vanity metrics, comme on l'entend, c'est qu'en fait, une vanity metrics, c'est, pour moi, dans le terme, c'est en gros quand tu mesures un truc, mais tu sais pas pourquoi tu le mesures. Ah oui, d'accord. Et en fait, tu peux pas améliorer un truc que tu mesures pas, mais en même temps, si tu mesures le mauvais truc, tu vas améliorer le mauvais truc. Donc, tu vois, c'est comme si tu faisais toute la semaine, tu faisais du tofu, et qu'à la fin de la semaine, tu me dis, ouais, gros, j'ai géré ma semaine, je fais 1 million d'impressions sur LinkedIn. Ok, cool. Et combien? J'ai toujours pas créé mon statut d'entrepreneur. Ah, ok. Dommage. Tu vois? Ouais, après, il faut. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je suis complètement d'accord avec toi, mais du coup, toi, enfin, tu te rends pas compte à quel point tu es expert dans la création de contenu à partir du moment où tu sais déjà qu'il y a tofu, mofu, bofu. Ouais, peut-être. Après, il y a plein qui connaissent et qui font pas du. Les journalistes d'entrepreneuriat. Mais ouais, après, ce qui est bien aussi, c'est ce point de vue-là. Il y a aussi le point de vue du. C'est trop bien, j'ai fait des vues. C'est un ride de coke de motivation, quoi. Oui, mais c'est un mauvais. Ah, moi, ça me motive quand je fais des vues. Ouais, mais du coup, ça va. Quand tu fais pas de vues, si ce même post, tu le refais dans 6 mois et qui fait 2 likes, tu vas te dire, attends, il se passe quoi? L'algorithme, il a changé, les gens m'aiment plus. Et en fait, plus tu vas haut dans le kiff de. Oui, plus la descente est dure. Plus quand tu vas le faire dans l'autre sens. Et pour le coup, Grégoire Gambato, il en parlait super bien dans un podcast. Il disait que, en fait, ça drivait l'humeur de sa journée s'il faisait des posts ou pas, enfin des likes ou pas sur LinkedIn. Et c'est là où c'est dangereux. C'est que ça reste un outil. Et déjà, c'est pas un outil qui est indépendant. Donc, dès que vous faites du contenu sur LinkedIn, faites une newsletter. Parce que un email égale 1 euro. Et il faut au plus
être OK avec le fait que c'est un personnage que vous créez sur les réseaux, c'est pas vous, et en rien ça vous définit. Parce que c'est ça le problème, c'est que les gens, ils pensent que c'est la valeur de leur post, c'est ce qu'ils ont sorti de leur tête, et du coup, s'il n'y a pas de like, ça veut dire que ce qu'il y a dans leur tête, les gens l'aiment pas. Et du coup, ils se disent, ah bah les gens m'aiment pas. Ouais, faut pas associer ça, bien sûr. Après, il faut pas oublier que LinkedIn met en avant ce qui fait que les gens restent dessus, quoi. Donc et pas c'est pas objectif du tout, quoi. Tu peux frotter l'algorithme dans le sens du poil, comme tu peux aussi faire des trucs où t'en as juste rien à foutre. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ok, à débattre. Mais en tout cas, moi, j'essaie vraiment de le prendre comme un rail de motivation, ou même booster les stats. Mais après, moi, tu vois, elle est marrante la métaphore que tu fais, c'est un rail de motivation. Ouais. T'imagines ? Moi, ça me motive de ouf. Hein. Ouais, mais à la base, les rails de coke, c'est pas ouf. Ouais, j'avoue. C'est ce que je veux dire. Ouais, mais là, du coup, c'est ça que tu pourrais tomber accro, ça. Bah ouais. Mais ouais, je vois. Après, je sais faire des posts qui ramènent des clients aussi, donc. Good for you. je commence à comprendre à ma petite échelle, mais je commence à comprendre le truc. Donc, ok. Dernière question sur ton storytelling. Parce que là, tu fais plein de storytelling. Ah ouais, tu trouves ? Bah, du coup, tu racontes ta life. C'est du storytelling. Ouais, ok. Ouais. Je te donnerai un truc en off après. Non, en vrai, je peux te le dire maintenant, tu sais quoi. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, maintenant. En gros, pour bosser son storytelling, notamment quand t'es invité à des podcasts, il y a un gars qui le fait trop bien, c'est Manoa, celui qui a, je sais pas qui c'est, celui qui a des agences OnlyFans, qui a créé une application concurrente à OnlyFans, qui est une agence modèle, machin. Ah non, j'ai pas vu, mais j'ai envie de l'avoir dans mon podcast. Bah, je te filerai son numéro. Avec plaisir. Donc lui, il a bossé son personal branding trop bien et son storytelling, et ça se voit parce que quand tu écoutes ses podcasts, il dit tout le temps la même chose. Ouais. Donc, alors c'est dommage quand t'en écoutes beaucoup, c'est très redondant, mais là où il pourrait être mieux, c'est qu'il pourrait mieux le tourner. C'est ça qui m'a, vu que j'ai fait mes recherches, j'ai écouté et c'était redondant. Mais c'est déjà très bien et c'est déjà mieux que 99% des gens qui veulent travailler ça. Donc, comment tu travailles ton storytelling ? Bah, c'est simple. Tu fais comme Disney, tu fais comme tout Hollywood. C'est que tu te bases sur l'épopée du héros, tu dois sûrement connaître. Et tu travailles ton histoire autour de ça. Tu la notes sur papier. Et ça tient en une page Word. Hein. C'est très simple. Et tu vas venir jouer sur les différents axes narratifs en fait, de ta propre histoire. Et là où c'est compliqué, c'est qu'il faut enlever le superflu dans cette page-là et garder ça en tête tout le temps, étape par étape par étape. Et ce que tu fais, c'est que quand on te pose des questions, tu ressors les étapes de storytelling. Quand on te demande de te présenter, tu racontes l'histoire rapidement. Et quand tu dois rebondir sur différents éléments, et ben, tu viens donner des aspects avec beaucoup de détails qui sont à l'intérieur de chaque étape. Comme ça donne beaucoup d'éléments et les gens peuvent se projeter. C'est pour ça que les détails, c'est important. Les gens se projettent, ils imaginent des choses. Et comme ça rentre encore plus facilement dans leur crâne, l'histoire. Mais surtout, ça va servir ton discours parce qu'ils vont associer ton histoire à tes compétences et, je dirais, à tes conseils technico-pratiques. Tu vois, c'est pour ça que y a les plus grands, les mecs qui sont chauds en storytelling, et ben en fait, on les prend pour les meilleurs dans leur domaine, alors que c'est pas le cas. Enfin, ça n'a pas de corrélation. Pourtant, tu vois, on pourrait penser que Thibaut InShape, c'est le meilleur coach sportif de France, puisque c'est le top 1 youtubeur, alors que ça ne l'est pas forcément. Non, c'est hyper intéressant. Je vais 100% me mettre une session là-dessus. Donc voilà, j'espère que je t'ai ouvert l'esprit là-dessus. Voilà pour ça. Prenez note. Si tu devais nous donner une dinguerie pour compléter ce storytelling, une dinguerie qui t'est arrivée dans ta vie, ça serait quoi ? Genre un truc de fou, tu vois, qui t'est arrivé. Genre tu t'attendais pas à ça, quoi. Grâce au personal branding ? Ouais, ou même dans ton aventure entrepreneuriale, quoi. Qui t'a un petit peu fait pivoter, tu vois. Non, pas de folie, t'es quelqu'un de sobre. Non, si, il y a eu des folies, mais j'essaie de... Là, il m'arrive un truc marrant, c'est pas une folie, mais c'est un truc qui est quand même très gaulerie. C'est que j'ai fait un appel lors d'un de mes podcasts sur des gens qui pourraient m'aider
dans la création de contenu de mes podcasts, tu vois. Ouais. Que je me concentre sur le fond et que fasse un peu la forme. Et j'avais juste besoin d'un conseiller. Donc, vraiment, j'ai envoyé une bouteille à la mer. Et le truc qui est gaulerie, c'est que il y a une personne qui a répondu à cette bouteille à la mer. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des emails, dont une que j'ai prise en call derrière. Et il me dit, ouais, je peux passer chez toi si tu veux te mettre en place ton studio. Donc, je dis, ok, très bien, il vient. Il arrive ils arrivent à 3, tu vois, ils arrivent. Et, Il y en a d'autres trop là. et je me dis, ouais, non, mais je me dis, le mec est impliqué, tu vois, genre. Et je monte dans le studio. Il y avait mes associés qui étaient là. Donc je vais dans le studio, je dis, voilà, là c'est le studio, je sais pas où mettre la caméra, la lumière, le truc, le machin. Et je ressors du studio normal et tout, et mes associés me regardent comme ça. Et je fais, il y a quoi? Il me dit, tu l'as pas reconnu, toi? Et je fais, bah non. Et en fait, bon, il ne veut pas être sur le devant de la scène, donc je vais pas le citer, mais en fait, c'était un rappeur très connu des années 2000 qui a arrêté le rap et qui, depuis, a monté son agence et est auditeur de mon podcast. Mais c'est un rappeur dont beaucoup de personnes dans mon équipe sont fans, tu vois, Ah ouais. et genre fans inconditionnels. Et je me suis dit, c'est une dinguerie. Parce que moi, ma cible, c'est des jeunes qui veulent monter leurs agences. Je raconte ma life une fois par semaine en podcast. Et quand je fais un appel, il y a genre Booba qui débarque chez WAM et qui met en place un studio en mode c'est lourd ce que tu fais comme contenu. On voit que tu racontes pas de la derme et franchement on kiffe ta façon d'être. Et je me suis dit putain c'est pour le coup Vanity Metric, mais là vraiment genre shot où je me suis dit ok, la prochaine fois que je suis fatigué, que j'ai la flemme de faire un contenu, je jure que je vais le faire. Tu vois. Genre, je jure que je vais rester motivé et je jure que je vais continuer ça parce que c'est un vrai kiff en fait. Et là, pour le coup, c'est un truc complètement incongru qui m'est arrivé. Et je pense, et je l'espère en tout cas, je pense qu'il va m'arriver encore plein d'autres dingueries de cet acabit parce que c'est ça aussi la force du contenu. C'est comme tu dis, d'avoir une audience et d'être vu, entendu et lu par pas mal de gens. Ouais, c'est cool. Je commence à faire un peu de vues là, sur un peu tous les réseaux. Parce que moi, je fais un daily post sur Twitter et Thread. Ouais. Et genre, c'est jour 1 de ma série Brand in Public. Ouais. Et t'as des mecs, tous les jours, ils viennent en mode trop cool, tu vois, machin, en DM. Et genre, juste ces petits messages là. Ouais. Putain, mais c'est. En mode, allez, là, je vais te faire un truc. Ça va être pépite, tu vas voir. Donc c'est vraiment trop bien. Mais genre vraiment pour le moral où c'est dur l'entrepreneuriat, surtout ces derniers mois c'était dur. Ouais. Là c'est des petits moments comme ça. Donc juste pour ça faut créer du contenu, tu vois. Mm. Surtout que moi j'ai créé du contenu pendant, ça fait genre, j'ai commencé à 15 ans, donc ça fait 9 ans que je fais du contenu, du content. Et genre j'en faisais parce que j'aimais bien le process sans réel but. Du coup ça n'a jamais vraiment marché. Mm. Et là j'ai un but, j'ai un process, j'ai un machin, je commence à voir les résultats, ça fait vraiment plaisir. Trop bien. Donc, GG à toi. Bonne dopamine. Ok, trop bien. Bah, ça, c'est marrant. C'est très, très marrant. Ok. Alors, on va partir un petit peu. Ça, j'aime bien poser cette question-là. C'est un skills. On va parler d'automatisation de trucs. Rentrons dans les détails parce que j'aime bien les détails. Un skills où tu es vraiment très chaud. Genre dans le top 0,1%. Ouais. France/monde. Que tu devrais garder si on t'enlevait les autres. L'organisation. Alors, c'est-à-dire, développe. C'est une question ouverte. Ouais, il y a pas mal de trucs dedans, mais moi, je sais vraiment mettre de l'ordre dans le chaos, quoi. Genre, c'est vraiment mon kiff. Et en fait, j'arrive à assez rapidement comprendre un business et me dire, ok, ça, c'est les trucs qui valent de l'or. Ça, c'est les trucs qui ont aucune valeur pour le client et qu'il faut en fait traiter autrement. Et donc, j'arrive vraiment à vraiment bien prendre du recul là-dessus. Et donc, non seulement sur donner une direction à un projet, mais en plus derrière à le décliner en action concrète. Donc, ça, c'est d'un point de vue pro. Et après, d'un point de vue perso, comme je suis comme ça d'un point de vue organisation, tu vois, quand j'étais jeune, très jeune,
Que ma mère, parce que quand je te racontais les trucs, je très jeune. Ma mère, quand elle essayait de m'endormir, je lui demandais pas de me raconter des histoires. Je lui demandais de me raconter, de me lister le planning de demain. Tu vois, ça, c'était un truc qui me rassurait, qui me faisait du bien et qui m'aidait à m'endormir. Parce que du coup, après, je visualisais le truc, je me disais, OK, on va faire ça, ta. Du coup, si le lendemain, elle m'avait dit qu'on allait au parc et qu'on n'allait pas au parc. Alors là, ça bardait. Ça bardait. Parce que c'était dans le planning. Et un truc qui est dans le planning, ça ne doit pas bouger. Donc, bien sûr, j'ai un peu plus de flexibilité maintenant, surtout que je suis dans l'entrepreneuriat, donc évidemment que ça bouge. Mais c'est devenu une force pour moi incroyable. Et en fait, j'ai vraiment passé ces 8 dernières années à peaufiner mes routines, à peaufiner mon organisation. Et je suis vraiment devenu quelqu'un d'heureux grâce à ça. Genre, j'ai toujours été hyper heureux et hyper optimiste, toujours. Mais là, j'ai trouvé un équilibre de vie grâce à ça qui est en fait hyper robuste. Je sais pas si tu vois la vidéo du robot où le mec il lui met des coups de pied et le robot il se décale mais il se remet sur ses quatre pattes. Tu vois, ouais, je vois. bah, c'est exactement ça un système personnel. Genre, c'est créer un framework de travail qui, même s'il y a du vent, de la tempête et tout, il tombe pas, il reste là. Il reste là. Et en fait, c'est ça que je trouve incroyable à travailler. C'est ton muscle de résilience, quelle que soit la situation. Et en fait, les entrepreneurs que j'attire dans mon écosystème, dans mon environnement, tu vois, ceux avec qui j'aime bien échanger, c'est des gens qui utilisent Obsidian, c'est des gens qui se lèvent tôt le matin. Il y a pas de secret, hein. Les mecs qui se lèvent vers 4-5 heures du matin, à chaque fois que je les ai rencontrés, ils étaient multimillionnaires et ils avaient revendu beaucoup de boîtes. Donc je dis pas que si tu le fais, ça va le faire, mais si tu arrives à avoir des enfants, un business qui tourne, te développer en arts martiaux, faire du piano et en plus te lever tôt, il y a quand même un équilibre dans ta vie qui fait que tu fais peut-être les choses bien, tu vois. Et donc, tout ça, en fait, ça amène sur plein de sujets, donc les routines, le deep work, l'organisation, le fait de savoir dire non. Enfin, en fait, il y a plein de choses. Et là, je trouve que là-dessus, je suis top 0,01%. Ça m'inspire beaucoup. Et est-ce que tu mets un peu de chaos là-dedans? Bah, t'es obligé parce que j'aime beaucoup cette phrase qui sort de quelqu'un que j'ai plus, que je pourrais pas citer, qui s'appelle « C'est dans le chaos que naissent les étoiles ». C'est beau. Et en effet, il faut du chaos. Mais en fait, c'est pas le chaos, ça s'anticipe, mais en fait, le chaos, ça se prévoit. C'est-à-dire que, encore une fois, quand t'as moi, tu regardes mon planning, tu vas voir que tout mon planning, il est ordonné. Je sais exactement ce que je fais demain à 14h56. Tu vas me dire, ouais, mais tu vis comme un robot. Trop hop. C'est juste que si demain à 14h56, j'ai envie d'aller faire un foot avec mes potes, je sais ce que je vais pas faire. Et je sais où est-ce que je vais le décaler. Alors que toi, juste, tu y vas parce que t'es un laxiste et que tu y vas en mode je vis ma life YOLO. Ok, mais sauf que moi, pour être heureux, je sais que j'ai envie d'apprendre des choses, envie de faire ceci, envie de faire cela, envie de machin. Et donc, du coup, pour le rentrer dans le planning, et en fait, tu vois, il y a un des gourous de la productivité très connu, il s'appelle Ali Abdaal. Ouais, je l'attendais. Et il a sorti un livre qui s'appelle Feels Good Productivity. Ouais. T'imagines, le mec, c'est un gourou de la productivité. Et en fait, la boucle est bouclée quand il sort son bouquin qui dit Feels Good Productivity. Et donc, en fait, tu comprends déjà qu'il n'y a pas une productivité, il y a ta productivité à toi. Et surtout, tu comprends qu'en fait, le délire, c'est pas comment je fais pour, en 24 heures, en faire plus, mais c'est comment je fais pour décider de mes projets, vivre avec intention et mieux faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, c'est pas genre, ouais, je rajoute ci, je rajoute ça, t'inquiète, ça va passer, t'inquiète, je fais des créneaux de 15 minutes, ça va passer, et en fait, t'exploses. C'est de te dire, ok, genre, qu'est-ce que je veux? 1. Comment je fais pour l'avoir? 2. Et 3. Quelles sont les actions qui vont être one shot, des actions qui vont demander des routines? Préparer un marathon, ça demande des routines. Et sortir un site internet, c'est une action one shot. Et la question, c'est en fait, dans ce jeu infini de l'entrepreneuriat, comment tu arrives à créer des jeux finis pour pouvoir générer de la dopamine, pour te relancer sur des prochains cycles, tout en sachant qu'il n'y aura pas de fin. Même si tu revends ta boîte, c'est pas fini l'entrepreneuriat, parce que peut-être que tu seras loqué, peut-être que tu auras un earn-out, peut-être que tu seras ceci, peut-être que tu seras peut-être pas content de la vente. Enfin bref, il y aura plein de choses, ce sera jamais fini. Et en fait,
essayer de jouer et essayer de voir l'entrepreneuriat comme un jeu fini, c'est le meilleur moyen de rater. Ouais, moi, ce que j'aime beaucoup avec son discours, c'est que lui, la finalité de tout ça, c'est surtout genre, en fait, est-ce que tu kiffes ta life, est-ce que tu es heureux, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, l'objectif de la productivité. C'est maîtriser son temps et surtout faire ça. Et moi, j'aime bien aussi, parce qu'on me dit souvent que je suis un robot. Parce que moi, c'est millimétré l'agenda de 7h à 23h, quoi. Et moi, après, j'ai pas de copine, j'ai pas d'enfant, j'ai la chance, du coup, ou pas. Je sais pas si c'est une chance, mais. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et moi, l'argument que je sors, c'est surtout que c'est vraiment comme ça que tu es libre parce que tu maîtrises ton temps, en fait. Donc moi, tu vois, j'étais l'inverse de toi quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que c'était toujours très chaotique. Ouais. T'es un artiste. Je me considère pas vraiment tel quel, pour le coup. Mais je dirais plutôt un créatif. T'es un créatif. Ouais, du coup, moi, quand je fais un raccourci. Mais toi, t'es obligé d'avoir du jus de cerveau disponible pour ne pas être en mode Jabba du travail. Pour être en mode créatif. Et en fait, pour avoir de la créativité, il faut avoir de l'ennui. Et donc, pour avoir de l'ennui, il faut s'accorder le temps de l'ennui. Moi, je suis pas trop d'accord. Enfin, ok, l'ennui, il arrive de toute façon toujours. Ouais. Genre quand tu marches, quand t'es dans la douche, etc. Ouais. Tu finis par l'avoir, même si c'est dur. De plus en plus, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai jamais eu de problème de page blanche. En fait, j'ai juste pris le recul et je dis, ok, pourquoi est-ce que... Avant, j'en avais. Pourquoi est-ce que j'ai une page blanche? Parce que j'ai pas d'idée. Genre, j'ai pas d'idée. D'accord. Ok, comment je fais pour avoir des idées? Simple, j'ai ma page, tu vois, avec tous mes sites où je cherche des inspi. Et en fait, dès que je traîne, peut-être que je m'ennuie du coup, mais dès que je traîne et que je tombe sur un site, sur une créa machin, je la mets là-dedans. Et quand je dois faire une créa, je retourne sur mon dossier et je crée. Et il n'y a jamais de page blanche. Parce que t'as un framework. Ouais, mais donc du coup, le syndrome de la page blanche, il n'est pas réel. Ouais. Et encore moins avec Obsidian. Après, tu peux avoir une page pas blanche et sortir un visuel de merde. Oui, bien sûr. Mais à un moment, ça, c'est tes valeurs, tu vois. C'est est-ce que tu veux proposer quelque chose de quali à tes clients ou pas. Ouais, j'ai déjà fait des trucs éclatés. Ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, de refaire 10 fois le même logo parce que, voilà. Ouais. Ça, à mon avis, je pense que c'est plus un momentum ou un truc. Des fois, t'es dedans ou t'as mal dormi. Mais ça, tu vois, tu peux pas y échapper. Mais donc, du coup, ouais, pour revenir à ce que tu disais, j'avais beaucoup de chaos. Et vraiment, moi, c'est arrivé du jour au lendemain. Où j'étais vraiment en mode chaotique et je suis passé en mode ultra organisé. Pourquoi? Et c'est très drôle. C'est que quand j'étais au collège, j'attendais les vacances, comme tous les collégiens, pour organiser mes vacances et dire ok, le matin, je me lève 8h, j'écris ma vidéo YouTube parce que j'avais commencé le contenu, tu vois. Et du coup, je prévoyais mes tournages, mes machins, etc. Tu vois, donc j'avais un agenda, mais que pour les vacances. Incroyable. Tu vois. Et quand je suis en gros, j'ai fait STMG. Ouais. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir mon bac, mais je l'ai eu. Et après, je suis parti 2 parents profs. Donc, forcément, tu vas faire des études, mon petit loup, hein. C'est mort. Et puis, je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'avais la vision de les designers, ça gagne pas d'argent. Tu vois, les artistes, c'est des artistes, en fait. Ouais. Donc, je connaissais pas ce... Les créatifs. Ouais. Non, des artistes. Ok. Des artistes. Et je connaissais pas du tout ce monde-là. Et donc, j'étais à Rennes, donc ce que je fais, c'est que je vais à la fac. Mes parents, ils n'ont pas d'argent pour payer les écoles privées. Et je n'ai pas les compétences pour aller en alternance. Donc je vais à la fac, je demande tous les trucs créa, du coup. Tu vois, genre la fac de cinéma, la fac de l'art, histoire des arts, machin, tout ce que j'aimais bien. Et je mets bon STAPS, parce que je suis un gros sportif. Ouais. J'adore le sport. Et donc je mets STAPS. Et STAPS, c'est le plus dur à avoir sur Parcoursup. On attend les résultats. Cinéma, tu l'as pas. Alors que ça fait genre 3-4 ans que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des machins. Je ne comprends pas. Art plastique, je l'ai pas. Alors que pareil, j'ai fait des créas, j'ai fait des machins et tout machin. Stab, je l'ai. Alors, j'ai creusé. Pourquoi je l'ai? C'est parce que j'ai mon BAFA sur ma baignade. Ok. Mais donc, du coup, je vais en STAPS. Genre en mode, il fallait un bac S pour aller en STAPS. C'est quand même mieux. C'est mieux, ouais. Quand sur des STMG, t'as quand même des notions que t'as pas appris. Ouais. Donc t'arrives en STAPS, tu dis ok, bon, je vais devoir travailler, hein, parce que je faisais rien là, au lycée, quoi. Pas parce que STMG c'est laxiste, pas du tout en vrai. C'est juste que j'avais un bon fit. Et
Donc, je me mets à bosser première année. Deuxième année, moi, je suis en 2000. Donc, j'arrive en 2019-2020. Qu'est-ce qui se passe en 2021? Petite pandémie. Donc, je me retrouve à faire mes cours à distance. Forcément, les salles de sport, elles sont fermées, donc je peux pas m'entraîner. Horrible. Je ne pas pouvoir s'entraîner. Je faisais du badminton à l'époque, donc là, laisse tomber. Hein. T'as pas de salle. Trop compliqué. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je passais pas mal de temps quand même sur Discord, jeux vidéo, machin, gros geek. Et genre, je tombe sur, je sais pas si tu connais Balo. Non. C'est un pote à Justin Buisson. C'est le top 1 youtubeur design francophone. Il est belge. Et je tombe sur lui, il a un Discord. Et il a un Discord qui est bien géré. Parce que pour trouver un Discord bien géré, faut le faire. Donc j'y vais, et là, je rencontre des designers. Et des mecs en vivent. Je dis, putain, tu peux faire genre plus de 3-4 000 euros par mois en faisant du design. Trop bien. Et donc, vu que j'étais dans le gaming, je me mets à faire des logos, des mascottes e-sport. Je commence par le plus dur, moi. Tu vois, c'est les trucs vectoriels, machin. Mais vu que je dessinais déjà, j'ai toujours en fait vendu des dessins. Genre à 20 balles, quoi. Encore 20 balles, c'était haut. Donc, et donc, du coup, c'est à ce moment-là où, au collège, je prévoyais mes vacances pour tourner mes vidéos YouTube et faire mes dessins. Parce qu'en gros, je dessinais avec la caméra, là, scotché sur des trucs. Je dessinais en speed drawing, ça s'appelait. Et à Covid, je suis tout le temps en vacances. Donc tu dis, ok, bon. Et là, je commence à créer à vraiment m'organiser. Et là, c'est là que je fais, je sais pas, un truc, putain, mais Google Agenda, c'est trop bien. Tu utilises quoi maintenant? J'utilise Notion Agenda. Ok. Sur Arc, je sais que tu détestes Arc. J'aime pas Brave. Comment tu sais que je déteste Arc? Tu l'as dit dans un podcast. Ah, ok. Ouais, j'ai bien fait mon travail. Hein. Ouais, bien joué, bien joué. Non, je suis pas fan des shortcuts, ouais, j'aime bien les shortcuts, moi. Mais pourquoi est-ce que j'utilise Arc? Et ça, c'est un des problèmes, c'est que c'est beau. L'UX, c'est clair. L'UX UI est beau. Magnifique. Et moi, c'est un truc de ouf. Comment est-ce que pour moi, l'impact de l'UI, il est tellement plus important que l'UX par moment que ça peut me jouer des tours. Mais je pense que ça, c'est à cause de ma dyslexie. Je préfère les formes et les couleurs que les lettres. donc, du coup, voilà, j'ai eu ça. Et donc, en gros, je passais d'un moment où j'étais chaotique, où j'avais pas de sens à ma vie, où j'allais en STAPS, mais en fait, j'allais là où on me disait d'aller. À, putain, j'ai un objectif, c'est qu'il y a un mec là, il fait genre 10K par mois en faisant des trucs 3D. Moi, je vends des mascottes, commencer première 20 euros, 200 euros, 300 euros. Ah putain, je peux monter. Et genre, je fais des mois à 1005, alors que je suis à la fac. Je me dis, ok, il y a un truc là, on va creuser. Bon, j'ai quand même terminé ma licence. Et là, j'ai fait une école qui s'appelle MJM Design Graphique à Rennes, en alternance. Donc j'avais genre 3 ans, parce que j'avais déjà monté mon site pour vendre des illustrations, parce que ma mère stressait. Un stit. J'étais de maman. Donc j'arrive avec un portfolio de 3 ans de mec qui a déjà bouffé toute la suite Adobe pendant 3 ans dans une école de design. Donc j'arrive à gruger la première année. J'arrive dans l'école, genre je parle avec les profs, genre je vois c'est des freelances qui font genre 1005 et qui prennent l'école pour arrondir les fins de mois. C'est des monstres en technique, ils sont éclatés en sales et c'est juste des passionnés. Et je me dis, mais en fait, techniquement, ils peuvent m'apprendre des trucs, mais en vrai, ça reste très limité. Et moi, je fais du business. Et en fait, je gagne plus qu'eux. Donc je me dis, il y a un problème. Il y a un délire. Et en fait, je parlais plus aux profs qu'aux élèves. Donc je suis resté 6 mois. J'ai quitté l'alternance, j'ai quitté l'école et je me suis mis à mon compte. Well done. Voilà le storytelling d'Arthur Valton. mais voilà, juste pour j'ai pris un peu trop la parole. C'est pas l'interview. Non, c'est bien d'inverser. Mais d'ailleurs, pour faire par rapport à ce que je disais, j'ai une théorie sur la dyslexie. Je pense que les meilleurs designers, c'est les dyslexiques, vu qu'ils sont user experience proof, quoi. Genre, si t'arrives pas à lire ou si t'arrives pas à comprendre un truc, vu que tu mets un peu du temps à cogiter, ça veut dire que c'est pas bon, quoi. J'ai eu longtemps ce débat avec notamment Blondie sur... parce que moi, je suis ultra focus fonctionnalité et pas du tout sur la forme. Parce que déjà, j'ai pas du tout d'œil design. Et quand j'étais consultant, on me disait que j'étais bon, mais que j'étais naze en PowerPoint. Et ouais, en fait, je suis grave d'accord avec vous. Genre, si c'est l'UX, et après, il y a il y a l'UI. C'est un équilibre entre les deux quand même, mais ouais, c'est hyper important.
Bah, c'est surtout game changer, surtout parce qu'on va regarder ça en premier, Ouais. avant même de s'intéresser au fond. Donc tu peux Après, t'as aussi des contre-exemples, tu vois, genre Tricount, c'est horrible et ça marche. Oui, t'en as. Mais imagine si c'était beau. Je suis d'accord. Voilà. Pas besoin de développer. Ok, trop bien. Alors, next question. À quoi est-ce que tu dois la réussite de ta brand? Si tu considères que c'est une réussite. Je considère pas trop que c'est une réussite. Justement, j'en parlais dans mon dernier épisode. Je trouve que j'ai une visibilité, mais j'ai pas encore ces 1000 ou ces 100 true fans, tu vois. Ou du moins, ils sont peut-être trop timides pour m'envoyer des messages. Mais Je suis là, moi. ouais, c'est vrai que tu m'envoies souvent des messages et pour le coup, je réponds à tous. Non, mais je, je pense que j'ai un sujet de niche. Et pour le coup, ça, je le changerai pas. Mais je pense que je tourne encore autour de vraiment mon audience idéale et que le jour où je l'aurai trouvé, ça va, entre guillemets, un peu plus exploser. Mais je sais même pas si j'ai envie que ça explose un peu plus parce que je sais à quel point ça peut être aussi énergivore en temps. Et in fine, tu vois, dans le rythme qu'on veut mettre, on n'a pas non plus besoin d'avoir 200 000 abonnés, quoi. Là, tu vois, on a fait le lancement de notre site internet et de notre offre sur The Quest. On a annoncé que on allait donner des bourses à des jeunes. Tu vois, en 2 jours, on a eu 250 applies. Ah oui, Donc, quand même. tu vois, si on en avait 2500, c'est cool parce qu'on pourrait aller chercher des gens encore plus singuliers pour monter des projets avec nous. Mais à un moment donné, il y a 24 ans d'une journée, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est toujours bien de se nicher. Mais si je suis d'accord avec toi, je pense pas que tu aies besoin de beaucoup d'abonnés. Non, j'ai pas besoin de beaucoup, hein. Après, par contre, j'aimerais bien être capable de répliquer ça avec n'importe quel jeune qui rentre dans l'écosystème. Et lui dire, OK, vas-y, let's go. Ça, c'est le framework. On y va. On prend tes passions, ton expertise, ton histoire. Chut, on le mixe dans le méga mix et on y va et on déroule et quoi qu'il, ça va marcher. Mais du coup, pour répondre à ta question sur ce que j'ai réussi à construire, sur mon personal branding, je le donne à beaucoup de résilience et de discipline. Tu vois, ma newsletter, mine de rien, pour moi, c'est pas c'est pas là où je mets le plus d'efforts. Je dois être à ma 80e édition, un truc comme ça. Et tu vois, j'ai 7000 abonnés. Et je le vois avec les stats que, enfin, c'est ouvert, c'est lu, il y a des gens qui cliquent. Et c'est un très bon moyen de lancer des agences qui sont en test, tu vois. Ouais, j'imagine. J'ai eu pas mal de clients. J'ai même eu un client une fois où il y avait un endroit sur le site où on pouvait payer le service sans passer par un call. Et je vois le truc sur Stripe tomber, je dis mais il sort d'où lui? Du coup je l'appelle, je dis ah trop bien, tu sors d'où? Il me dit ah bah je sais pas, j'ai vu ta newsletter, j'ai kiffé la proposition de valeur, let's go. J'étais en mode ah ouais, putain, ok oui c'est vrai, je l'avais mis en haut, ok, on y va du coup, let's go. Bon, on va faire un prix parce qu'on n'est pas prêt, tu vois donc non franchement c'est cool. Donc ouais le travail, résilience et et il y a un truc, ouais, il y a un truc important et qui pour le coup, je pense que c'est en parallèle, enfin sur les skills, du coup, je fais le lien avec ça. C'est que moi, l'une des skills que j'ai, je pense, c'est d'être un deal maker. C'est-à-dire que je suis capable dans un dîner ou quoi de closer ou de créer des liens avec des gens. Genre j'aime les gens, mais je kiffe les gens. C'est pour ça que même si je suis très robotique, très routinier, je n'enlèverai, je pense, peut-être que dans 5-10 ans, je changerai d'avis, mais j'enlèverai jamais l'alcool de ma vie parce que j'aime faire la fête, j'aime teuffer, j'aime ça en gros. Il y a un truc où j'en ai parlé avec un entrepreneur la dernière fois, j'aime éclater les gens, tu vois. Et c'est ce que j'essaie, c'est aussi pour ça que je fais du création de contenu, c'est que j'aime que les gens, ils aient un sourire derrière et qu'ils disent, putain, c'est gaulerie ou putain, lui, il m'avait fait passer un bon moment. Je te dis ça pourquoi? Parce que dans réseau social, il y a social. Et je n'ai jamais vu un créateur de contenu perdurer dans le temps et n'être jamais sorti de chez lui. On enlève tous les mecs du Web3, on est d'accord.
Mais dans le Web 2, ça fonctionne pas. Ça ne marche pas. Et en fait, il y a une vraie corrélation. La réciproque n'est pas vraie, mais il y a une vraie corrélation entre t'es sympa dans la vraie vie, t'as des likes. Parce que les mecs, t'es sympa, donc tu leur as donné de la force par X ou Y canaux. Soit t'as investi dans leur boîte, soit tu leur as offert un livre, soit t'as juste rigolé à leurs blagues ou tu leur as donné de l'importance. Et ben derrière, ils vont voir un de tes posts, ils lisent même pas le post, ils like parce qu'ils like pour la personne que t'es. Bien sûr. Et ça, c'est un truc qui est trop sous-coté. Et les gens, ils disent, ouais, et tu verras, tu vas voir les gens passer sur LinkedIn. T'as les mecs qui font des pics d'audience, tu les vois pendant 2 mois et après, tu les vois plus. Ouais, parce que frérot, t'as pas serré des paluches dans les afterwork. Je dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais en fait, si t'es sympa et si en off, les gens ne disent pas que t'es un connard qui s'en bat les couilles des gens, que t'es hautain, que t'es un machin, bah en fait, c'est carré. Tu fais comment quand t'habites en campagne? Bah, quand t'habites en campagne, tu déménages. Non, tu peux habiter en campagne et faire du contenu. Hugo Ben, il habite Bordeaux. Putain, je vais me faire tuer. Ouais. Alors, quand t'habites en campagne, genre vraiment province, tu fais comment Sur Paris. Non, bah, tu peux aller quelques fois sur Paris, mais de toute façon, je pense que ça vient avec la force des choses. Genre, moi, tu vois, je réfléchis à quitter Paris parce que je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a plein de choses à faire à Paris et que je ferai des allers-retours, on peut gérer notre business en dehors de Paris. Les gens, tu les rencontres. Hein. T'as plein de créateurs de contenu qui habitent à Lisbonne. T'as plein de créateurs de contenu. Moi, je suis à Rennes. Hein. Voilà. Donc, Justin, je pense qu'il est même pas. Il doit pas être à Justin Paris. Buisson. Ouais. Il est pas français. Ah ouais? Ouais. Il est belge? Je crois. Ouais. Ça se trouve, j'ai une connerie. Non, je crois qu'il est français. Ah ouais? Ouais, je crois. Il est peut-être sur Paris, remarque. Mais bref, en vrai, pour moi, la localisation, c'est pas un souci. Oula, c'est pas un souci. Parce que si tu fais des calls avec les gens, bah, en fait, en call, ça va se voir si t'es un mec sympa ou pas. Tu vois. Ouais. Alors que si t'es en mode, ouais, t'as vu mon dernier post LinkedIn, casse-toi. Tu vois. Ouais, après, c'est pas pareil. Mais je suis d'accord. Mais si t'as une agence, tu vas forcément voir beaucoup de monde passer. Parce que entre les leads, tes clients, ceux qui sont pas contents, comment tu gères un client pas content, tu vois. C'est le meilleur moyen de réussir ton agence, c'est de bien gérer les gens pas contents. Et si tu sais le faire, bah derrière, les gens pas contents, ils ont une sœur, ils ont une femme, ils ont un fils, ils ont un neveu. Et en fait, c'est comme ça aussi que ça se fait. Tu leur fais des bisous. Ok, très, très clair. Très, très clair. Je pense, juste pour rebondir, le petit truc qui te manque, et justement tu l'as mis en place, c'est de t'attarder un peu plus du coup sur l'UX. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, c'est un truc bête, mais le fait d'avoir rajouté une caméra, c'est bien, on voit ta tête. Et genre, c'est con, hein, mais les gars, j'ai lu un livre, ça parle de ça, et regardez, les gars, j'ai lu un livre. Ouais. En fait, on voit la couverture, et quand on va sur Amazon, bah, on se galère pas à le trouver. Et ça, c'est que des petits détails comme ça, qui sont game changer, et qui va t'humaniser, tout simplement. Parce que demain, podcast audio, c'est une IA ou c'est toi? Ouais. On pourra pas savoir. Donc là, il y a, je pense, un petit travail à faire, et le Blondie, il va bien t'orienter de toute façon sur ça. On a un gros chantier là, chaîne YouTube. On a sorti une vidéo là qui présente justement nos locaux. Et on l'a un peu, tu vois, chiadé, une bonne miniature, un bon titre et tout. Et tu vois, en 3 jours, je crois, on a fait 3 ou 4 000 vues. Quel lourd. Donc, ouais, trop stylé. Enfin, genre, par rapport à d'autres vidéos qu'on a pu faire où il y avait du fond beaucoup plus pointu, on va dire, on sait qu'il y a un vrai game. Il y a un vrai game à apprendre. On a 4 ans de contenu à raconter. Et on fait des choses tous les jours sur le terrain qui seront utiles à plein de gens. Donc, il y a de quoi faire. Gardez ce format de vidéo. Ouais. Je regardais ce format parce que les gens qui sont abonnés ou qui ont vu ces vidéos-là, ouais. Ça veut dire qu'ils sont abonnés pour ça. Si vous repartez sur autre chose, eh ben, ils vont pas voir. Là, c'était un peu compliqué parce qu'ils se baladaient dans notre appartement et ils racontaient. Après, il y avait un format un peu facecam aussi. Donc, on va AB tester. Le but, c'est de savoir. Aujourd'hui, on n'a jamais eu d'excellentes candidatures grâce au contenu. Ça a toujours été du bouche à oreille ou ça a toujours été beaucoup de DM de gens qui sont tombés dans le DM. Pourquoi ils sont tombés dans le DM, tu me diras par le contenu. Mais en attendant, sur le site internet, on n'a jamais travaillé avec quelqu'un qui avait rempli la candidature sur le site internet. Donc, oui, normal. La question, c'est est-ce qu'on va y arriver un jour? Mais justement, je pense que tu n'y arriveras jamais. Pourquoi? Parce que
les gens qui t'ont contacté, ils se sont attachés ou ils ont suivi l'histoire de Pierre ou de Blondie, tu vois, et pas de The Quest. C'est vrai. Donc vous incarnez C'est vrai. avec votre personal brand. Et c'est pour ça que moi, tu vois, j'ai pas rempli le questionnaire. Alors, j'avais pas prévu de suivre le process, mais même je suis venu directement en MP. C'est vrai. Et je pense que si j'avais eu envie, j'aurais pas rempli le questionnaire. Et tu sais, il y a des potes qui m'ont dit vas-y, va remplir leur questionnaire. Tu vois, juste pour avoir un call avec les gars. Je dis bah non, j'ai DM, tu vois. Ouais, t'as raison. Non, mais c'est un très bon réflexe. En vrai, c'est un très bon réflexe à avoir. Mais on le sait et c'est comme quand on lance une période de recrutement de jeunes et qu'on donne une date limite, les meilleures candidatures, elles arrivent toujours à la fin. Parce qu'en fait, ceux qui remplissent le formulaire rapidement, c'est ceux qui n'ont pas réfléchi de ouf à leur réponse. Alors que ceux qui mettent de l'importance, ils disent vas-y, ok, je vais le préparer pendant 2-3 semaines et je vais leur sortir un truc béton. Ah ouais, peut-être. Je sais pas. Par rapport aux questions qu'on met dans notre questionnaire, il faut quand même se poser j'ai pas vu le questionnaire. Tu vois, faut se creuser la tête, quoi. C'est quoi ton projet de vie? C'est des questions, je pourrais même pas y répondre, moi. Tu vois, c'est en mode, c'est quoi ton projet de vie? Et il y a un espace de liberté où en mode tu peux raconter ce que tu veux. Donc, quand t'as un mec qui te met un trait d'union, tu dis, ok, le cousin, il s'en bat les reins. Tu vois? Ouais, ok, je comprends mieux. Ouais, je connaissais pas le questionnaire. Mais ok, bah clean. Mais donc, du coup, tu vois, en fait, votre image de marque, elle est personnelle. Ouais. C'est marrant. Ok, trop bien. C'est quoi que t'aimes le plus? Tu peux me dire les choix à la crème si tu veux. C'est ouf. Je vais te dire le premier truc qui m'est sorti par la tête, là. Vas-y. J'ai dit, dans ma tête, je me suis dit le trail. Tu vois, je kiffe courir, je kiffe le trail. Après, j'ai pensé à ma meuf. Petit instant qui coulole. Et le vin. C'est vrai? Ouais, je suis un grand amateur de vin. Ouais. J'organise des dégustations chez moi et tout. Putain, trop bien. Ouais, j'aime bien. Ouais, donc ça, je kiffe. Après, je te dis, hein, franchement, moi, tu me mets à un festoche avec mes potes, avec un petit biscuit, coucher de soleil, petite bière, je suis refait. Genre, et c'est dur parce que avec le taf et avec, tu vois, l'année prochaine, je vais avoir 30 ans. Bah, vas-y, on change de séquence de vie. Et donc, il y a beaucoup moins des moments un peu où c'était aussi trivial de se retrouver et aussi facile. Et donc, j'essaye de mettre un point d'honneur, même si je travaille beaucoup et que je vois beaucoup mes associés, je suis beaucoup avec mes projets. Mettre un point d'honneur à garder mon noyau dur d'enfance et à essayer d'organiser des trucs avec eux. Ouais, je comprends. Mon associé, il est dans la même problématique. Mais ouais, je vois. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai toujours été tout seul. Et genre là, c'est débile. Hein. Il y a plein de gens qui vont dire c'est débile. Mais c'est tellement pas débile. Je suis parti au ski pour la première fois. Donc j'ai vu de la neige et tout. Cette année. Hein. Et on est parti en voiture avec 2 potes à moi. Okay. Mon associé et un autre pote qui bosse avec nous. Et mais genre, mec, le trajet était génial. Genre, on a fait des blind tests. Genre, c'était des instruments, mais genre du Moyen-Âge. Ok. Bref, mais genre un truc anodin de ouf. Mais genre, quand je partais en voyage avant, genre avec l'école ou avec les colos et tout, j'étais pas avec des potes comme tu peux le ressentir. Et genre là, juste ces vacances avec des potes, vu que c'est des potes que je kiffe, tu vois, top 1, je me dis putain, mais c'est trop bien. Et en fait, c'est juste les gens avec qui t'es qui font vraiment la différence, je trouve. Parce que des festivals, j'en ai fait plein. Mais genre. De ouf. Mais. Ça, j'ai pris conscience de ça, genre, il y a 1 an, quoi. Demande à un milliardaire qui n'est pas amoureux de lui-même et qui veut pas vivre sa vie dans une grotte, qu'est-ce qu'il veut une fois qu'il a de l'argent, il va te répondre à un barbecue avec des potes. Et en vrai, le end goal, il est dans à quel point tu arrives à ne plus avoir de charge mentale tout en kiffant. Et à quel point tu arrives à avoir cette liberté-là
En fait, le secret, il est là-dedans, il est dans la charge mentale. Tu es obligé d'avoir de la charge mentale pour monter un business. Ça fait partie du game. Ouais. Parce que tu fais des erreurs, tu passes ton temps à faire des trucs qui servent à rien et tu n'avances pas sur les trucs les plus importants. Tu sais pas déléguer, tu as peur de déléguer, etc. Et en fait, à partir du moment où tu arrives à être serein dans cette charge mentale-là, derrière, après, c'est la porte ouverte toutes les fenêtres. C'est pour ça qu'on dit souvent, pour monter une startup, il faut savoir coder. Si tu sais coder et que tu sais vendre, t'es inarrêtable. Si tu sais coder, que tu sais vendre et que tu sais faire du design, t'es un génie. Genre, c'est terminé. Le game est plié. Parce qu'en fait, savoir vendre, ça t'enlève cette charge mentale de te dire où est-ce que j'allais chercher de l'argent. Parce que tu sais que de toute façon, tu vas être capable de vendre. Que ce soit ton produit à toi, ton temps, tout ce que tu veux. Ce n'est plus un sujet, ce n'est plus une problématique. Et quand tu galères à vendre et que tu es un mauvais vendeur, tu as cette pression-là. Et donc, du coup, la pression, tu la compenses par je te mets des primes. Et donc, je te mets des primes, je vais chercher le truc, machin, et c'est la carotte. Alors que quand tu es convaincu d'être capable de vendre tout et n'importe quoi, c'est facile. Ouais, je suis encore trop nul en sales. C'est pour ça que je fais des offres irrésistibles. Mais ouais, c'est cool. Ok, trop bien. J'aime beaucoup ta réponse. Il reste 2 questions. On touche à la fin. Première question. Tu connais un petit peu ma boîte rapidement. Si demain, tu dois mettre les mains dans le cambouis, qu'est-ce que tu fais? Ça y est, je vais me faire cuisiner là. On y va. Alors, qu'est-ce que je ferais? Donc, tu vends un rebranding. Ouais, ou branding. Ou branding. Donc, tu vends un branding. Donc, l'input, c'est un client qui a un brief. Toi, tu fais des allers-retours avec lui. Et à la fin, tu lui donnes sa charte graphique. Voilà. Son site internet. C'est un upsell. Upsell, ok. Sa charte graphique, ok. Support de communication. Support de com. Naming s'il faut. Ok, donc de l'offre basico-basique, c'est logo, charte graphique, support de communication. Ok. Et après, upsell site internet et t'as quoi d'autre? Upsell site internet où il peut rajouter en plus dans le pack de base naming et stratégie de positionnement. En gros, il y a du conseil en positionnement dedans. Et c'est dans l'offre et c'est optionnel en fait. Ok. Tu peux acheter du pain aussi? Non, par contre, je peux t'acheter ta baguette au rendez-vous. Ok, bon, déjà. Donc, t'as ton offre. Le premier truc, c'est de comprendre soit par toi, soit par tes clients. Par toi, si tu as de l'expérience et que tu connais vraiment tous les plans de ton business ou par tes clients, de qu'est-ce qui a de la valeur pour eux, fondamentalement. Est-ce que c'est le génie que tu vas mettre dans le design? Est-ce que c'est la façon avec laquelle tu communiques avec eux? Est-ce que c'est la rapidité de ton business? Donc en fait, il faut que tu mettes un curseur et il faut que tu saches par les data et par ton intuition d'entrepreneur où est-ce qu'il y a de la valeur. Une fois que tu as identifié ça, donc ça peut être par exemple, ça peut être en gros soit la rapidité à être faite, c'est-à-dire que ok, je veux pas le logo le plus incroyable du monde, par contre je veux qu'il soit fait en 24 heures. Soit ok, prends ton temps parce que je sais que tu es une star et que je veux que ton agence elle me donne un travail de star comme tu as pu faire pour mon oncle qui a une société dans le bâtiment. Donc ça, c'est 2 positionnements qui sont ultra différents. Donc déjà, une fois que tu as ça, tu vas te dire ok, comment je fais pour maximiser mon temps sur cet élément-là? Et comment je fais pour, 1, le traquer et 2, le réduire? Prenons l'exemple, toi dans ton exemple, ça va être plutôt le côté branding incroyable. Genre l'effet waouh au moment où tu présentes le branding. Ouais. Ouais, après, je le fais vite aussi. 2 semaines, c'est quand même rapide. Mais tu peux pas faire les deux. Bah, l'idée, c'est d'avoir une offre qui est pas trop chère, ça va vite, et il y a une qualité d'agence ouais, mais élevée. Tu vois, 2 semaines, t'as le cul entre deux chaises. T'es ni trop rapide, ni trop long. Ouais. Tu vois, genre c'est cool, mais c'est pas un élément différenciant. Personne ne va jamais te choisir parce que toi tu mets 2 semaines et l'autre tu mets 3 semaines. T'es dans un créneau où en fait à 2 ou 3 semaines près c'est pareil. Oui, c'est vrai. Il suffit que Martine Raconta soit en congé, c'est pareil. Ouais. Donc soit t'es l'effet waouh. Donc l'effet waouh. Ouais. Donc du coup le temps c'est pas un truc que tu vas forcément optimiser. Donc une fois que tu sais ça, c'est ok, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un branding effet waouh? De quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de temps? Est-ce que tu as besoin de ressources? Est-ce que tu as besoin de créativité? Et donc, ces trucs-là, tu les optimises. Le reste, tu l'optimises pas.
Donc, tu crées déjà un framework de dire, OK, c'est quoi les différentes étapes? Quand il y a un mec, il a mis sa carte bleue sur Stripe et il a son design, c'est quoi les différentes étapes par lesquelles il passe? Je me focus sur la prod parce que l'acquise et tout, c'est un autre sujet. Ouais, bien sûr. Donc, il met sa carte bleue, il a son design, il se passe quoi là? T'as, d'un point de vue macro, les différentes étapes. Donc, en gros, c'est un schéma de processus où on fait en gros, onboarding, delivery, offboarding. Donc, onboarding, qu'est-ce qui se passe dans la découverte? Qu'est-ce qui se passe dans le suivi? Et qu'est-ce qui se passe dans je délivre la mission et je fais en sorte que il me recommande. Tu détailles ces trucs-là, ça va te donner un grand schéma avec l'ensemble des actions. Une fois que tu as ça, tu vas créer une procédure. Donc tu vas dire OK, call onboarding, c'est il a le lien dès qu'il a payé sur Stripe, il est renvoyé vers le call onboarding. OK. Il se passe quoi dans le call onboarding? C'est quoi les questions? C'est quoi le déroulé? Avec quoi je veux ressortir? Où est-ce que je store les informations? Qu'est-ce que ça déclenche sur Slack? À qui est-ce que je parle? Qu'est-ce que je demande au client, etc. Cette procédure-là, ensuite, tu vas la déléguer. Est-ce qu'il faut que tu sois toi dans le call onboarding? Il faut que ce soit quelqu'un d'autre? Est-ce que tu peux le déléguer? Est-ce que tu peux pas le déléguer? Est-ce que tu peux le sous-traiter? Est-ce que tu peux pas le sous-traiter? Et c'est là que tu te poses ces questions-là. Mais en gros, faire ce travail-là, c'est comprendre son business d'un point de vue 360 et te dire, OK, quels sont les éléments que je veux optimiser dans un temps 1 et quels sont les éléments sur lesquels je vais avoir besoin de me creuser la tête. Et en fait, le problème, c'est que quand on veut optimiser une agence, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est ça. Et donc, du coup, le problème, c'est que tu peux travailler comme un ouf, sauf que si tu n'as pas compris qu'il fallait optimiser tel ou tel truc, bah, tu pédales un peu dans le vent et tu demandes à un saumon de monter un arbre. C'est pour ça que les gens payent très très cher certains calls de consulting avec des gens. Parce qu'en fait, parfois, ils vont leur dire des trucs qui vont être game changer. Tu vois. Et pour le coup, tu es le premier investisseur dans l'information, donc tu sais ce que c'est. Donc, toi, là, typiquement, ce que je ferais dans ton cas, c'est que je map tout ça. Et une fois que je map tout ça, je fais en sorte que mon client, puisqu'il n'est pas là forcément pour le temps, mais qu'il ait une expérience 5 étoiles. Donc, je fais le parallèle avec un hôtel. Je fais tout pour que le mec, il ait une expérience 5 étoiles. Il faut savoir qu'à partir du moment où il va mettre sa carte bleue sur Stripe, là, je sais pas comment tu fais la facturation. Je demande un virement. Tu demandes 100% du virement? Non, 50 en général. Ok, toi, t'es une rockstar, donc tu demandes 100% du paiement avant. C'est ce que j'ai fait, il dit non. Mais en fait, c'est que c'est pas le bon client. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai du mal quand il dit ah, j'aime pas front, on aime bien mettre 50%. Et du coup, je dis oui. T'aimes mettre 50% pour. Non, ok, bah vas-y. Situation. T'es le client. Ok, donc du coup, pour démarrer la prestation, vous aurez votre logo là incessamment sous peu. Vous allez voir, on va vous faire une prestation incroyable. Pour démarrer, il faut juste nous faire le virement, 100% upfront. Et puis ensuite, nous, on démarre les différentes actions. Ouais, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de procéder. Nous, d'habitude, on préfère faire 50-50. Donc 50 au début et 50 à la fin. Je comprends. Alors après, nous, pour le coup, c'est vraiment notre mode de fonctionnement. C'est comme ça qu'on a fait avec tous les différents clients qu'on a pu avoir dans notre portefeuille. D'ailleurs, vous avez bien vu notre portefeuille, on est d'accord. Ce que je vous propose, c'est que vous faites un paiement 100% et si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse dans 30 jours. Ça vous va? D'accord. Terminé. Et tu sais que il peut pas ne pas être satisfait, c'est du design. Oui. Je veux dire, le travail, il est fait. Donc, surtout qu'il y a modification illimitée. Donc, voilà. Il sera terminé. forcément satisfait. Donc, tu as ton paiement upfront. Parce qu'en fait, mais mine de rien, c'est un truc qu'il faut creuser. Parce que un mec qui te dit ouais, non, j'aime pas, je préfère faire un paiement à 50% dès le début, tu dis attends, t'as capté là que tu vas avoir une bête de valeur et que je vais changer la vie de ton business ou t'as pas capté? Parce qu'en fait, moi, j'ai, entre guillemets, c'est une position qui est dure à avoir au début, mais qu'il faut avoir, c'est j'ai pas besoin de toi. C'est moi, je suis en train de te faire gagner du temps. Si tu veux aller chercher un autre graphiste, vas-y. Mais tu vas prendre 2 graphistes que tu vas payer 1002, parce que tu vas faire des allers-retours et qu'ils vont te faire payer des allers-retours. Au final, tu vas revenir me voir en disant ah non, je prends ton pack. Il faut vraiment genre faut être hyper à l'aise avec ça. Hein. Et en fait, le problème, c'est que les gens sur le pricing, ils augmentent leur prix avec le temps. Mais non, gros, faut augmenter ton prix avec la valeur. Moi, si je te fais économiser, si demain je fais un coaching avec toi et aujourd'hui tu fais quoi? Tu fais combien de CA par an? Par an, je sais pas, là, on va peut-être arriver aux alentours des 80-100. Ok, si je te prends en coaching pendant une semaine et que je te fais passer de 100 à 300K, ça me dérange pas de te facturer 50 000 euros.
Oui, ça se tient. Mais il est là le truc, tu vois. Genre, pourquoi un serrurier ça coûte cher? Bah, parce qu'il vient en 2 heures et que de toute façon t'es bloqué derrière chez Watt. Tu viens pas parce que le mec il amène une super feuille pour t'ouvrir ta porte. Tu viens parce que le besoin il est là et qu'il est urgent. Et donc c'est toute la différence avec les agences Doliprane et les agences Vitamine C. Tu vois, genre, est-ce que t'as un besoin qui est urgent ou est-ce que t'es là pour changer la couleur du site? Non, t'es pas là pour changer la couleur du site. T'es là pour... À la limite, si t'es là pour changer la couleur du site, tu changes la couleur mais en 10 minutes. Là, il y a de la valeur, tu vois. Et en fait, il faut absolument pas que t'aies syndrome de l'imposteur là-dessus. Et malheureusement, je vais peut-être avoir des haters en disant ça, mais quand t'es à Paris, t'as plus tendance à pricer cher, parce que tu discutes avec des gens qui pricent cher autour de toi, que quand t'es en province. Parce que les personnes que tu fréquentes vont te dire « Ah, mais c'est trop cher, c'est trop free. » Voilà. Non. Moi, j'ai déjà facturé occasionnellement des calls de consulting à 300 € de l'heure. Mais les mecs, ils étaient ravis, ils sont revenus. Genre... Je trouve pas ça aberrant. Ouais, mais dis ça à Rennes, à mon avis, c'est un peu plus aberrant qu'à Paris. Ouais, à Rennes, moi, je suis à 100 balles l'heure. À Rennes. En règle générale. Ouais. Donc, mais ouais, peut-être. Et donc, du coup, focus-toi sur, tu vois, un des trucs que je ferais aussi dans ton agence, globalement, tu as 3 piliers. Tu vas être sur l'acquisition, le panier moyen et, voilà, dans ton cas, acquisition, panier moyen. J'allais dire churn, mais toi, de toute façon, il churn. Oui. Donc, du coup, il y a peut-être mais il y a une réflexion à avoir de comment tu fais pour les faire rester. Quel type d'offre tu peux faire pour les faire rester. C'est les trucs de Design Joy, de le faire sous forme d'abonnement. C'est ça. On n'est pas un marché américain, on est un marché français, donc ça ne marche pas. Exactement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres solutions. Ça, c'est la solution des Américains. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu peux pas... là, j'ai pas la clé là comme ça, mais tu peux pas passer quelques centaines d'heures avec tes clients en interview pour essayer de comprendre. Vous êtes passé par une agence pour avoir un design, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous avez la flemme de faire un recrutement pour le faire en interne? Est-ce que c'est parce que le besoin est ponctuel? Est-ce que c'est parce que vous savez qu'ils vont faire un meilleur design? Dans ce cas-là, selon vous, quel est le leverage d'une agence? Est-ce que c'est parce qu'ils font du design toute la journée? Ou est-ce que c'est parce qu'ils font du design dans le secteur qui est le vôtre? Tu vois? Et en fait, tu as 10 000 positionnements. Tu peux être l'agence des SaaS, tu peux être l'agence des infopreneurs, tu peux être l'agence de design de ceci, de cela. Donc, c'est aussi à toi de te définir là-dessus et d'avoir ta niche. Voilà. Donc, tu définis, toi, du coup, augmenter l'acquisition et augmenter le panier moyen. Et donc, il y a plein d'éléments à vérifier. Et notamment, tu vois, des trucs genre, quand est-ce que tu demandes une recommandation à tes clients? À la fin, en général. J'aime bien faire un call que pour avoir un feedback. Ok, donc du coup, c'est à la fin. Ouais. Ok, et ben essaie de les prendre un peu plus tôt. Bah maintenant, je vais en mettre à l'onboarding. L'onboarding, peut-être pas. C'est un peu tôt, mais... Ouais, peut-être un peu tôt. Mais en fait, il faut essayer de designer pour que ce soit au moment où ils ont leur wow effect. Ouais. Tu vois, genre, genre à la limite, à la sortie du call où tu leur as présenté le design, tu leur dis, écoutez, nous, normalement, je dis n'importe quoi, ça va peut-être pas marcher, mais il faut le tester sur le terrain, mais nous, normalement, c'est 3-4 allers-retours. Allez, si vous mettez 5 étoiles sur Google ou sur Trustpilot, on fait retour illimité. J'ai déjà un retour illimité. Bah, change-le. Ouais, ok. Ouais, ou trouve un autre argument. Teste. Essaye de voir en sales si c'est bloquant ou pas. Mais tu vois, retour illimité, je suis pas fan. Parce que retour illimité, ça veut dire soit t'es pas sûr que ton design va plaire. Or, t'es une rockstar, donc il va plaire ton design. De toute façon, c'est toujours bon du premier coup. Et ouais, mais donc du coup, t'imagines, tu t'en connais beaucoup des restaurants où tu peux prendre un plat et te refiler à la limitée à part chez Funch? Bah, les assiettes. Ah non, tu peux pas. Faut payer chaque fois que tu demandes un plat en plus. Non, les Chinois volonté. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ok. Ouais. Bah, du coup, est-ce qu'on est sur des rockstars chinois à volonté? Ouais, non. Ouais. Donc toi, t'es une rockstar. Toi, t'as un restaurant 5 étoiles. Je sais même pas si ça existe. 3, 4, 3. C'est 3, ouais. 3 étoiles. Ouais. Donc, t'es rockstar. Design illimité, c'est soit un peu un aveu de faiblesse en mode peut-être que vous allez y avoir des trucs que vous n'allez pas kiffer, donc vous inquiétez pas, on va avoir un service après-vente. Ou bien c'est que tu closes des mecs chiants. Et si tu closes des mecs chiants, c'est que
C'est sûr. closes mal. Ok. Ouais, après, moi, je trouvais. J'ai toujours eu. C'est toujours un argument de vente que j'ai mis en avant parce que. Mais c'est parce que c'est un argument qui rassure. Et au Bah, début, tu as c'est besoin ça. de rassurer les gens parce que tu as besoin de closer. Parce que sinon, tu manges des pâtes au beurre. C'est ça. relou. Mais inverse le rapport de force. C'est même pas Arthur. C'est, allez, tiens, regarde mon portfolio. T'as kiffé? Tu veux la même chose? Viens. T'as pas kiffé? Viens pas. Simple. Et en plus, ça te libère toi aussi de la charge mentale. C'est genre, putain, parce que quand surtout dans des trucs créatifs comme toi, où c'est du jus de cerveau, quand tu survends un truc ou quand tu dis, t'inquiète, je vais vous faire un truc, vous allez kiffer de malade et que le mec, il arrive et il note la prestation 7/10, trop chiant. Genre vraiment, promet 100 et délivre 120. Après, je délivre toujours 120. Fais-le avec des gens plus riches et fais-le avec des gens moins chiants. Ok, après, mes clients, ils sont vraiment cool. J'ai rarement eu. T'as pas eu d'impayé, t'as pas eu de. J'attends là, quelques-uns là, mais c'est pas vraiment d'un pays. Ils répondent pas sur WhatsApp au moins. Charge mentale. Mais ouais, je vois. Ok, c'est axe de réflexion intéressant. Merci pour cette masterclass. Plaisir. J'espère que ça aidera à d'autres. Ok. Dernière question, mystère. Tu lèves l'iPad, là, je peux même pas voir la question. Exactement, c'est fait exprès. C'est quoi la dernière chose que tu as fait... Non, la dernière fois que tu as fait une chose pour la première fois? Putain, je la pose toutes les semaines et je me la suis jamais posée. T'inquiète, Marion, elle a bégayé aussi. Et là, j'ai un truc naze, mais en même temps, qui a grave changé ma life, qui vient en tête, c'est que j'ai acheté un réveil lumineux. Et donc, du coup, je ne me réveille plus avec un réveil. Je me réveille avec de la lumière. Ok, ça marche vraiment? C'est incroyable. Ah, mais t'es obligé de te réveiller. Hein. C'est Las Vegas dans ta chambre, c'est genre comme ça. Hein. Genre, c'est lumineux. C'est pas genre un coucher de soleil. Hein. C'est genre, c'est. Tu me mets ça, je me réveille pas, moi. Ah non, mais après, en gros, c'est pendant 30 minutes, t'as la lumière qui augmente. Ok, petit à petit. Ouais, et à 30 minutes, si t'es toujours pas réveillé, que t'as toujours pas éteint le réveil, il y a une petite musique nature et découverte qui démarre. Donc ça, après, c'est un peu pété comme bail. Mais en tout cas, j'ai changé mon rituel d'endormissement et de réveillement. De réveil et dodo, quoi. Et sinon, un truc un peu plus business que j'ai fait. Ah bah si, cette semaine, je suis allé serrer des grandes paluches pour la première fois dans un club business qui s'appelle le Chinese Business Club. Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est le plus gros club business France. C'est pas BNI? Ouais, où t'as la BNI, mais qui est plus, on va dire, c'est international. Public, je pense. Mais... Ouais, c'est peut-être plus privé. Ouais, c'est 100% privé. Ouais. Ok, d'accord. Faut être invité, quoi. Ouais, faut être invité ou faut être membre. En gros, tu peux payer une adhésion qui a 10 000 euros par an, comme ça. Oui, d'accord. Et t'as des déj et tout. Et donc là, je suis allé à un déj, costard cravate. Oui, je t'ai vu en costume. Fallait respecter les codes. Et donc, t'avais de la Startup Nation, mais t'avais aussi, tu vois, des ambassadeurs. T'avais Bernard Lavillardière, t'avais Eric Larchevêque, le CEO de Blablacar. Voilà. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvé dans un événement un peu corpo où j'étais là avec ma coupe de champagne un peu au début en mode bon. Et t'as toujours plusieurs types de personnes à ces événements. Surtout que là, c'est un événement où tu payes un peu pour réseauter. Donc t'as les gens qui arrivent en mode bon bah je me lance, hein, salut, je suis freelance, je fais ça, prends ma carte. Ok, je n'ai même pas retenu ton prénom. Ah oui, okay. On les connaît, cela tient. Voilà. Qui sort la carte avant même de t'avoir dire bonjour. De ouf. Et après, en plus, j'ai sympathisé avec un coach sportif hyper sympa qui a une salle qui s'appelle La Brillance. Donc, j'ai aussi fait des super rencontres. Et voilà, c'était la première fois pour le coup que j'y allais un peu en mode je viens dans un club business, j'ai mon business. Venez, on discute, on crée des synergies et tout. Et non, j'ai kiffé. Mes associés m'appellent Jean Sarkozy maintenant. Mais non, j'ai kiffé. Bah, c'est bien parce que t'es allé direct dans un truc sympa. Même pour en avoir fait beaucoup. Des clubs business. Un peu ouvert un peu à tout le monde, tu vois. Parce que t'es no-name, t'es freelance, machin, tu vas dans un BNI.
ça. Ouais. Bah, t'as vite fait le tour et c'est rapidement chiant parce que je te dis, ils sont tous là à chercher tes clients, à tendre ta carte et tout. Et Ouais. moi, je suis là en mode, mais parlons d'abord, soyons civilisés. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire ça, quoi. Bah, ouais. Ça peut être pris comme une perte de temps. Après, il faut le faire au bon moment. Faut sentir le truc. Faut aimer un peu ça, tu vois. Mais quand on a commencé, nous, à collecter des fonds pour notre The Quest Hippodrome, on a pâti un peu d'un manque de création de réseau en amont, tu vois. Ouais, Genre, t'as beaucoup de startups qui lèvent des fonds qui, en fait, ont préparé cette levée de fonds. Et c'est un travail, en fait, de quotidien à faire. C'est un travail tu vois, de rencontrer un peu des gens, de machin. Il faut pas tomber dans trop faire ça, mais il faut le faire un peu parce qu'en fait, tu montes pas une boîte seule. Oussama Amar, il a sorti une masterclass sur comment réseauter et lever des fonds sur sa chaîne. Qui est expliqué le process. C'est soit tu vas avoir des VC, soit tu vas faire tout un travail de réseau où tu vas avoir des gens qui sont pas vraiment VC de base, mais tu leur parles de leur projet, tu crées une relation et en fait ils finissent par investir chez toi. Ouais. C'est pas mal. Mais ouais, c'est sûr que moi j'adore ça. Hein. Passer des soirées en réseau. Et c'est trop bien parce que grâce à LinkedIn, maintenant quand je vais dans un soirée, parce que j'en fais encore un peu, soirée réseau à Rennes, toujours un mec qui me reconnaît. Donc ça c'est bien, tu fais moins d'efforts. Ouais. Mais donc ouais, très très cool. Ok, le temps nous presse, c'est la fin. C'est la fin. Est-ce que tu as une personne à reco pour un prochain épisode que tu connaisses ou pas? Bah justement, tiens, je peux te mettre en relation, si tu veux, avec Harold Parizeau, qui est le responsable du Chinese Business Club. Il a justement un sujet un peu autour du branding, dans le sens où ça s'appelle Chinese Business Club, parce qu'à la base, il l'a créé pour avoir, tu vois, à la base, c'était un réseau justement de Chinois qui voulaient réseauter à Paris, donc il l'a créé dans cet univers-là. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, tu vois, il n'y a plus que 10% de Chinois qui viennent à ces événements. Et pour autant, il a un sujet de rebrander ou pas rebrander. Il sait que ça lui ferme certaines portes parfois. Donc ouais, ça pourrait être intéressant. Après, dans les gens que j'aime beaucoup en design, plus la marque personnelle, etc., je peux t'envoyer Enzo Colucci, qui est un freelance coach en sales, qui est un ami à moi que j'aime beaucoup. Ok, trop chaud. Dis donc que je ne connais pas. Ça me chauffe. Bah écoute, merci d'avoir pris le temps. Je te laisse le mot de la fin et après je ferai la conclusion. La caméra est à toi. Le mot de la fin, ce qui résume un petit peu tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, je pense que c'est profiter du voyage, on s'en fout de la destination. J'aime bien. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Arthur Valton et Pierre Paris pour un épisode de Just Brand. Travaillez bien.